À quel âge on peut se lancer dans le business de la location de voitures? Cette question, je l'ai reçue suite à l'interview que j'ai effectuée à un de mes élèves du nom de Farid. J'ai publié l'interview sur la chaîne il y a quelques jours et suite à cela, plusieurs personnes m'ont envoyé des messages et m'ont demandé à quel âge on peut se lancer dans ce business. Et je me suis posé la question, quel est l'âge idéal pour pouvoir commencer ce business? Et pour répondre à cette question, je vais vous parler de mon propre cas, je vais vous parler de mon histoire personnelle. J'étais encore étudiant aux USA quand j'ai créé ma première société, Diaz LLC, le 10 septembre 2010. Il y a de cela 13 ans, j'avais déjà compris qu'il n'y avait pas d'âge pour se lancer. J'avais déjà compris que l'entrepreneuriat était la seule voie qui allait me permettre de pouvoir atteindre des sommets. J'étais étudiant, j'avais mes études, j'avais le business de l'achat-revente de voitures que je faisais en achetant des véhicules aux ventes aux enchères et j'avais un petit boulot que je faisais sur le côté. Je me rappelle encore comme si c'était hier. Je me rappelle de ce 10 septembre. Ce 10 septembre où je suis rentré, j'ai pris mon PC et je me suis dit, merde, il faut que ça s'arrête cette histoire. Je me suis dit, cette histoire n'allait pas pouvoir continuer. Il faut que je mette un terme à cela. Que cela me prenne 10 jours ou 10 ans, il faut que j'y mette un terme. 10 septembre 2010. Il y a 13 ans déjà, j'avais compris qu'il n'y avait pas d'âge pour se lancer. J'ai une question à te poser. Tu faisais quoi le 10 septembre 2010? Mets-le-moi en commentaire. Étais-tu étudiant comme moi? Qu'est-ce que tu faisais concrètement? Mets-le-moi en bas dans les commentaires. Mais il y a une chose qui était sûre. Je savais que la victoire sur le salariat allait venir. Je savais que l'entrepreneuriat allait prendre le dessus sur mon petit boulot dans le temps. Je savais que, quelles que soient les études que j'allais faire, j'étais prédestiné à l'entrepreneuriat. Je savais que l'entrepreneuriat était la voie royale vers le succès, du moins pour moi. Cela prendra sûrement quelques mois ou quelques années pour d'autres personnes aussi qui se sont lancées. Mais tôt ou tard, ils vont pouvoir dire merci à leur patron. Mais il y a une chose que j'aimerais rappeler à tout un chacun. Le combat qu'on mène, ce combat, il n'est pas envers un autre être humain. Ce combat qu'on mène n'est pas envers nous ou nos proches. Ce combat qu'on mène est envers la pauvreté. Ce combat qu'on mène est envers la dépendance salariale. Du moins, c'est ce que cela était pour moi. Un combat contre la pauvreté, un combat contre la dépendance salariale. Tu sais, j'aimerais te dire qu'on n'est jamais assez jeune pour commencer. J'espère qu'un jour, dans nos écoles, on enseignera l'entrepreneuriat. Dans ce système scolaire qui est destiné à produire des gens qui iront passer la majeure partie de leur vie pour réaliser le rêve des autres. J'espère que notre système d'enseignement changera car la jeunesse d'aujourd'hui rêve d'entrepreneuriat. Cette jeunesse rêve d'entreprendre. Et s'il y a un mot que j'aimerais dire à cette jeunesse ou à quiconque regarde cette vidéo, ne laissez jamais personne vous dire que vous ne pouvez pas réaliser vos rêves. La plupart des gens vont projeter leur peur sur vous. Si tu as un rêve, protège-le et vas-y, réalise-le. De nos jours, on n'a pas d'autre choix. C'est important, oui, il te faudra du cardio pour tenir le rythme de cette vie effrénée. Malgré le stress, les problèmes, les ennemis, la course, on doit la continuer. Il faut être gainé pour rester solide sur ses principes et sur ses valeurs et ne pas se faire influencer par tous les moyens mis en place par le système pour nous manipuler. Il faut être fort pour s'imposer et se faire respecter. Car on est dans un monde où plus tu cherches la paix et plus on va t'attaquer. C'est pour ça que tu dois t'entourer de gens qui n'ont pas peur de faire ton éloge. Des gens qui prônent tes résultats comme les leurs. Pas des gens jaloux, pas des gens mécontents, pas des gens qui sont là pour te haïr, pas des gens qui sont là pour t'utiliser. Mais pour la plupart du temps, souvent, c'est ces gens-là qui étaient là au début quand tu rêvais. Quand ton rêve n'était pas encore une réalité. Ces gens-là pourra compter sur eux. Un millionnaire ne te jugera pas pour avoir commencé un business. Un bodybuilder ne se moquera pas de toi quand il te voit faire tes premiers jours à la salle de gym. Un joueur de NBA ne te jugera pas sur le terrain de basket. Jamais. C'est toujours ceux-là qui n'ont pas d'historique, pas de précédent. Des gens qui n'ont l'intention d'aller nulle part dans leur vie. Ceux-là, ils te jugeront parce que tu veux réaliser quelque chose de ta vie. J'aimerais te dire que tu es unique. Il n'y a jamais eu quelqu'un d'unique comme toi. Il n'y aura jamais quelqu'un d'unique comme toi. Ton ADN est unique. Apprends
à te connaître. Et surtout, reste toi, sois toi. Quel serait ton rêve si tu savais que tu ne pouvais pas échouer? Quelles seraient tes ambitions si tu savais que tu pouvais tous les réaliser? La taille de ton rêve doit toujours excéder tes capacités actuelles à les réaliser. Si ton rêve ne te fait pas peur, tu ne rêves pas assez grand. Mais avec l'expérience, je veux te dire de ne pas courir derrière l'argent. Cours derrière tes rêves. Parce qu'en courant derrière tes rêves, tu vas acquérir de l'argent. Et pour finir, j'aimerais partager 12 règles pour réussir. Des règles que moi-même je m'applique. Pour réussir et devenir la meilleure version de toi. La toute première, c'est que tu es unique. L'unicité est ton ADN. Et ton ADN est ton unicité. Tu es unique. À l'intérieur de toi, il n'y a pas deux personnes comme ça. La deuxième chose que j'aimerais te dire, c'est de ne pas avoir peur et de laisser tes rêves se réaliser. N'aie pas peur de tes rêves. La troisième chose, sois humble et sois toujours ouvert à de nouvelles opportunités, et ce, quelle que soit ta réussite. Ne te dis jamais que tu es assez grand, ne te dis jamais que tu es assez successful pour pouvoir fermer la porte à de nouvelles opportunités. La quatrième, sois ambitieux. Sois ambitieux. Aie faim de réussite. La cinquième, ne compromets jamais tes rêves. Ne te dis jamais que tu as déjà assez réalisé pour t'arrêter au milieu du chemin. La sixième règle, elle est simple. L'échec fait partie du processus. Oui, tu vas échouer. Et j'aimerais te dire que les gagnants ne sont pas ceux qui n'ont jamais échoué, mais c'est ceux qui ont su toujours se relever. Donc, relève-toi à chaque fois que tu tomberas. Et enfin, un jour, tu deviendras gagnant. Tu réaliseras ce rêve. La septième règle, c'est que tu dois sortir de ta zone de confort. Il faut que tu sois courageux, que tu prennes des risques. Parce qu'il n'y a pas de succès sans risque. La huitième règle, c'est qu'il faut que tu t'entoures de bonnes personnes. Pas des traites, pas des gens qui sont prêts à te poignarder dans le dos dès que la première opportunité s'offre à eux. La neuvième règle, c'est que tu ne pourras pas plaire à tout le monde. La dixième, ne prends pas la vie très au sérieux car on n'y sortira pas vivant. On est tous venus sur cette terre faire notre chemin. Amuse-toi et enjoy le chemin parcouru. Apprécie le chemin parcouru. La onzième règle, il faut apprendre à donner en retour. Quand tu reçois, apprends à donner. Apprends à partager à ceux-là qui en ont le plus besoin. La toute dernière, la 12e, n'oublie jamais là où tout a commencé, d'où tu viens, tes origines. Construire une carrière implique une série de moments, d'expériences significatives, de connexions et de décisions. C'est plus qu'une histoire spécifique qui amène un professionnel là où il se trouve dans son domaine de prédilection. Qu'il s'agisse d'opportunités éducatives ou de mentorat significatif, l'entrepreneuriat et le succès au travail sont constitués d'une myriade de leçons. Voici des choses que j'ai apprises en cours de route et j'aurais aimé savoir plus tôt. La toute première, rêver plus grand. Une de mes citations préférées de Bill Gates dit que les gens surestiment ce qu'ils peuvent accomplir en un an et sous-estiment ce qu'ils peuvent accomplir en 10 ans. Il y a une douzaine d'années, j'ai vu pour une première fois à Miami un véhicule du nom de Fisker Karma. Je me suis documenté sur le fondateur de ce véhicule et il s'avérait que ce monsieur était le designer de Tesla et qu'il avait lâché Elon Musk en cours de route et il avait décidé de créer sa propre marque. Quand je regarde aujourd'hui, 12 années plus tard, je me rends compte que le secteur des véhicules électriques a pris un boom. Je n'aurais jamais imaginé qu'en une décennie, plusieurs nations auraient pris l'engagement d'ici 2030 d'arrêter de produire des véhicules à énergie fossile. L'Union européenne a décidé de se repeindre en vert. Bruxelles a dévoilé hier des mesures envisagées pour aller vers la fameuse neutralité carbone en 2050. Il y a 10 ans de cela, beaucoup d'entre nous n'auraient pas imaginé qu'on puisse rouler tous à l'électrique. Mais ça va se faire d'ici 8 ans. D'ici 8 ans, il n'y aura plus de production de véhicules à essence ou à diesel. Tous les constructeurs seront dans l'obligation de produire des véhicules électrique. Donc, quand vous regardez les débuts d'Elon Musk, vous vous posez la question de savoir comment a-t-il pu avoir cette vision de voir si grand, d'anticiper avant même que cela ne soit régulé par les autorités. Beaucoup d'entre nous arrêtent de rêver très grand parce que nous avons peur de ce que nous ne savons pas ou nous craignons simplement de viser si haut que nous échouerons au lieu d'avoir le courage de réinventer radicalement comment nous pouvons apporter un changement significatif.
Mais se fixer des objectifs ambitieux et maintenir une imagination sans limite sont essentiels, en particulier au début de votre carrière et de la durée de vie de votre entreprise. Pour moi, cela signifie penser grand. Penser grand tel que Elon Musk l'a fait dès le début. Alors réfléchissons. Que se passerait-il si on rêvait tous grand? Que pourrions-nous accomplir dans les 10 prochaines années? Aspirons à nos objectifs les plus élevés. Cela est peut-être la clé pour se rassurer que cela deviendra une réalité. Je vais vous parler de 5 erreurs que font les débutants quand ils se lancent dans la location de voiture. 5 erreurs que vous ne ferez pas parce que vous avez regardé cette vidéo. Je laisse la 5e erreur qui est la plus grave pour la fin, parce que c'est en évitant de commettre cette erreur que moi j'ai pu réaliser 100 000 € dès ma première année. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés parmi vous, qu'est-ce que vous faites? Vous regardez la vidéo tout le temps, vous appréciez, laissez déjà un like et abonnez-vous à la chaîne. Commençons déjà par le financement, parce que lorsque vous voulez lancer une entreprise, vous avez besoin de fonds. Et la plupart des gens se disent souvent, est-ce qu'il faudrait aller voir ma banque? Ils vont voir leur banque. Oui, bonjour monsieur le banquier, j'aimerais créer une société de location de voiture, j'ai besoin de 100 000 €. Et on sait tout ce qui se passe, ils se font remercier par leur banquier. Le banquier ne te regarde pas comme un professionnel de la location de voiture. Tu n'as pas 5 ans, 10 ans, 15 ans dans la location de voiture. Tu n'en es pas un professionnel. Donc toi, salarié pour une boîte, qui vient demander à ton banquier 100 000 € pour acheter une flotte pour commencer la location de voiture, ça ne va pas pouvoir se faire. C'est pas comme ça fonctionne. C'est une grave erreur. Certains prennent la peine de créer un bon business plan, bien que le business plan, ce n'est qu'un business plan, c'est de la théorie. Et que seule la pratique peut te donner tes vrais chiffres. Parce qu'on est dans une activité saisonnière. Et tout varie en fait. Moi, j'ai des véhicules identiques qui sont au même endroit et qui génèrent l'un, 2 fois le chiffre d'affaires que l'autre véhicule a généré. Pourtant, 2 véhicules identiques. Donc, l'erreur serait de croire qu'en faisant un business plan, en faisant même un prévisionnel, ce qui est demandé lors d'une ouverture d'un compte professionnel par la banque, pour savoir si vous savez de quoi vous parlez. Mais en réalité, que ce soit un business plan, que ce soit un prévisionnel, un comptable, quelqu'un peut vous le faire. Mais cela ne justifie pas que vous aurez ce chiffre d'affaires. Et beaucoup de newbies, les nouveaux là, pensent que parce qu'ils ont fait un business plan, ils ont fait un prévisionnel, qu'ils vont pouvoir générer ce qui est écrit sur le business plan. Mon ami, détrompe-toi. Entre la théorie et la pratique, il y a un fossé. Il ne faut pas penser que parce que le comptable a écrit sur le prévisionnel que tu vas faire 100 000 €, que toi aussi tu vas faire ça si tu n'as pas un plan. La deuxième chose, c'est que dès le départ, les gens veulent être libres. Les gens veulent que l'activité soit passive. Les gens veulent que l'activité tourne de lui-même. En vérité, c'est possible. Moi, aujourd'hui, l'activité tourne de lui-même parce que j'ai tout délégué. J'ai tout délégué, que ce soit la gestion de mes réseaux sociaux, que ce soit la vérification physique, l'entretien, tout. Mais mes tout premiers mois, mes premières années, je n'avais pas les moyens de pouvoir déléguer. Sinon, j'allais me faire bouffer toute la partie que j'arrivais à gagner. Mais c'est sur du volume que vous allez pouvoir déléguer. Rappelez-vous toujours qu'on crée un business pour racheter son temps et créer une richesse générationnelle. Mais tu ne peux pas créer ton business hier et aujourd'hui. Tu vas déléguer tout. Non. Il y a cette période de transition. Moi, ce que je faisais, je travaillais de 9 h à 17 h et de 17 h à 21 h, j'allais vérifier tous mes véhicules qui sont sortis. Et c'est ce qui m'a permis de pouvoir savoir quelles sont les tâches les plus fastidieuses. Est-ce que c'est le service client ou est-ce que c'est les vérifications? Bref, toi qui m'écoutes, en mettant la main à la pâte, tu comprendras dans quelle activité tu es. Quand tu as déjà touché à toutes les étapes et que tu as tourné le business tout seul, 1 an, 2 ans, et que tu veux déléguer, tu sais ce que tu dois déléguer. Et ensuite, tu obtiendras ta liberté une fois que tu délègues. Mais beaucoup de gens veulent déléguer dès le premier jour. C'est bien. C'est bien si tu arrives à t'organiser avec d'autres personnes qui sont dans un même groupe que toi, ou vous êtes peut-être dans la même région,
et que vous arrivez à vous regrouper et vous confier la gestion du nettoyage et tout ça à une structure qui est sûre que, ok, ensemble, ils ont 50 voitures. Chaque semaine, j'ai alors des activités et vous fait un tarif. Donc, on a parlé de la première erreur qui est le fait de penser que l'argent va vous tomber du ciel pour commencer votre activité. La deuxième erreur est la liberté. C'est utopique de croire que tu vas commencer une activité et être libre du jour au lendemain. La liberté ne se donne pas. La liberté, elle s'arrache. Tu dois arracher ta liberté. Mais comment tu peux arracher ta liberté? Tu arracheras ta liberté une fois que tu auras les moyens de pouvoir déléguer. Et pour déléguer, il te faut du volume. Il te faut un certain nombre de véhicules dans ta flotte. Du moins, un certain chiffre d'affaires. Parce que là encore, c'est une autre histoire. Ça fera l'objet d'une autre vidéo. Mais les gens sont trop rivés sur j'ai 50 voitures. Non, le but n'est pas d'avoir 50 voitures. Si tu peux générer 500 000 euros avec 50 véhicules premium, je préfère avoir 50 véhicules premium que 100 voitures standard. Chacun son modèle économique. Maintenant, je ne dis pas que l'autre est mauvais, mais croyez-moi, je préfère payer 50 parkings que 100 parkings, à moins que dans l'autre option, tu as acheté des places de parking et que tu es en train de rentabiliser derrière. Sinon, quand tu fais le point sur l'assurance, quand tu fais le point sur les places de parking et le temps alloué à chaque véhicule, avoir plus de véhicules, c'est beaucoup plus de travail, ça fait beaucoup plus de personnes à embaucher pour pouvoir déléguer. Troisième chose que beaucoup de débutants, de nouveaux sur la location de voitures font comme erreur, c'est qu'ils n'arrivent pas à cibler leur clientèle. Ils ne savent pas à qui veut louer, ils n'ont pas d'avatar client en fait. Ils veulent faire tout et n'importe quoi. C'est une erreur. Quand vous voulez faire tout et n'importe quoi, à la fin, vous ne faites rien. Vous ne faites rien. Ceux qui arrivent à faire quelque chose, c'est ceux qui savent se nicher. Tu dois te dire que je vise des pères de famille qui viendront prendre des familiales, des véhicules 7 places, ou tu peux te dire, je vise les jeunes de cité qui ont l'argent à claquer parce qu'ils ont passé une bonne semaine. Et tu vas sur des véhicules premium. Pas que, il y a des gens responsables qui louent aussi des véhicules premium. Mais on ne va pas se cacher, on ne va pas se mentir. Les jeunes de cité ont plus de cash à lâcher comme ça qu'un salarié, quoi. Donc, vous devez vous poser la question de savoir, est-ce que vous visez des familles qui veulent déménager? Vous avez des utilitaires pour? Vous devez vous positionner et savoir quel est votre target. Quel est votre avatar client? Ne cherchez pas à plaire à tout le monde, surtout à vos débuts quand vous n'en avez pas les moyens. Si tu as 1 million, 2 millions, 3 millions et que tu as de quoi pouvoir avoir une grosse flotte, c'est parfait. Tu peux alors viser tout le monde. Mais si tu es salarié et que tu es en train de faire un complément de revenus sur le côté qui va progressivement devenir une activité à part entière et tu es en train de jouer sur tous les fronts, mon ami, tu perds du temps et tu perds de l'argent. Je te parle en connaissance de cause. Essaye de te nicher. Essaye de trouver quelle est ton audience, quel est ton avatar client et reste focus sur ces clients-là. Tout dépend bien sûr de ta cagnotte de départ. Avec combien tu es en train de te lancer. La quatrième erreur que j'aimerais partager avec vous, que la plupart des nouveaux sur ces différentes plateformes font, c'est qu'ils n'ont pas de process. Ils ne savent pas quand ils doivent quitter de particulier et passer à l'étape de la société. Ils ne savent pas quel type de société ils devraient ouvrir. Ils ne savent pas où créer leur boîte. En parlant de process, vous devez vous-même savoir qui devrait avoir tous vos véhicules qui rentrent dans un shop. Est-ce que tu as un process? Si oui, top. Parce que toutes les grandes entreprises ont des process. J'invite chacun de vous qui êtes déjà sur la plateforme à vous créer des process. Surtout si vous n'êtes pas seul. Surtout quand vous commencez déjà à déléguer certaines tâches. Vous devez avoir des process. Ensuite, certains se mettent en auto-entrepreneur. Les amis, c'est la pire erreur que vous pouvez faire avec la location de voiture. Créer une auto-entreprise, moi, je vous dirais, c'est la pire erreur qu'il faut faire dans la location de voiture. Vous avez deux options. Soit vous commencez en tant que particulier, et là, vous êtes là jusqu'à ce que vous atteignez votre seuil fiscal. D'accord? Pour ceux qui ont plusieurs enfants, vous pouvez être là encore pour un moment avant de passer en société. Mais croyez-moi, il y a plus d'avantages à être en société. Surtout quand vous commencez à faire du volume. Et quand vous êtes en société, les avantages sont divers. Ceci n'est pas l'objet de la vidéo.
Donc comprenez qu'arrivé à un certain moment, vous devez quitter le particulier pour la société. Ne commettez pas l'erreur que certains sur YouTube aujourd'hui, ils vous disent qu'il faut créer une auto-entreprise et être auto-entrepreneur. Ça, c'est du bullshit. Je répète, allez créer une auto-entreprise. Être auto-entrepreneur pour faire de la location de voiture, c'est du bullshit. Il n'y a aucun avantage à l'avoir. Parce que quelqu'un qui a une auto-entreprise, on lui coupe les 20 et quelques % en même temps à l'entrée. Or, toi qui es en entreprise, tu mets toutes tes charges. Et l'État t'impose sur le reste. Tu crées suffisamment de charges pour qu'à la fin, il ne reste presque rien sur lequel tu payeras tes impôts. Donc, leçon à retenir, passez plutôt de particulier à une société en bonne et due forme. Et la cinquième erreur, celle que je trouve être la plus importante, c'est que les gens se lancent sans être formés. Les gens se lancent sans stratégie. Moi, ce qui m'a permis de pouvoir gagner 100 000 € dès ma première année, c'est que je me suis fait former par un Américain. Parce que croyez-moi, Getaround et Turo aujourd'hui qui achètent tout, Turo qui est en train de racheter Wika, Getaround et Turo sont deux entreprises américaines. Dans ce business de location de voitures en autopartage, c'est un business qui vient des USA. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis formé chez des gens qui avaient déjà plusieurs années d'expérience. C'est une grave erreur. Tu perdras beaucoup plus que tu veux épargner en ne te formant pas. La location de voiture, c'est un métier à part entière. C'est un métier. C'est pas juste un complément de revenu. C'est un métier. Et tu dois apprendre à le faire. Parce que si tu n'es pas formé, comment tu feras une étude de marché? Comment tu feras une veille concurrentielle? Comment tu feras un prévisionnel? Comment tu sauras quel type de véhicule acheter pour quelle zone de chalandise? Comment tu sauras comment acheter tes véhicules en dessous du prix du marché? En tant que particulier, sans formation, sais-tu qu'aujourd'hui, comment toi, tu peux lever des centaines de milliers d'euros et avoir ta propre flotte de location de voiture? Es-tu sûr que tu puisses aujourd'hui générer presque 10 000 € par mois si tu te lances tout seul? Aujourd'hui, moi, j'accompagne plusieurs personnes qui ont des flottes considérables. Pourquoi je te demande aujourd'hui de te former avant de te lancer? C'est parce que la plupart des gens qui l'ont fait ont des résultats. Je prends le cas de Romain aujourd'hui. Regarde Romain, combien il gagne aujourd'hui par mois. Je vais parler d'une stratégie que j'utilise, que j'ai utilisée sur un véhicule là qu'on va récupérer tous les deux. Un BM série 2. C'est un véhicule qui a eu des éraflures, d'accord? Et on a gagné de l'argent sur les impacts, sur les sinistres. Je vous expliquerai, je vous montrerai tout, comment ça a été fait, comment je l'ai fait. Je vais partager avec vous ce qu'on appelle une photo-expertise qui a été établie sur 2 sinistres sur le même véhicule. Concrètement, vous-même, il faut que vous commenciez à exploiter le système. Il faut que vous commenciez à exploiter le système. Je vous expliquerai comment j'utilise les failles du système pour pouvoir aussi gagner de l'argent grâce au sinistre. Un cas concret, aujourd'hui on va utiliser un cas concret, un cas réel, c'est pas juste de la théorie. Là on va récupérer le véhicule tous les deux. Je suis avec le directeur qui s'occupe de la maintenance des véhicules sur le terrain. On va récupérer le véhicule. Concrètement, qu'est-ce que le véhicule a eu? Le véhicule a eu un premier sinistre en bas de caisse au niveau du pare-choc avant. Donc on a fait un premier décret, on nous a indemnisé, je pense 500 €, un truc comme ça. Et on s'est dit on allait attendre un deuxième pour pouvoir faire la même chose, quoi, pour pouvoir réparer. Donc il se fait que il y a quelques jours, le véhicule est revenu avec un impact sur la portière. Et là, moi j'appelle le carrossier, je lui dis écoute, j'ai 2 impacts, mais tu me fais ça pour le prix d'un, quoi. Je me dis ok, c'est pas grand chose. Je dis non, c'est pas grand chose, c'est juste un fait au niveau de la portière à redresser un peu légèrement et au niveau du bas de caisse. Donc lui, il va me réparer ce véhicule. Donc là, vous voyez qu'il y a 2 impacts. Moi, j'ai été remboursé pour 2 impacts. D'accord? Le premier, je n'ai pas concrètement fait la réparation parce que j'attendais qu'un deuxième impact vienne pour pouvoir faire les 2 d'un coup parce que c'était un truc vraiment léger, quoi, ça passe. Donc, comme le deuxième impact est venu au niveau de la portière,
là, on a décidé de réparer les deux impacts pour le prix d'un. D'accord? Donc, on va voir le véhicule maintenant. Vous verrez exactement comment il est ressorti. Et c'est ce que je vous conseille de faire. Mutualiser en fait les réparations afin que vous-même vous puissiez prendre un billet au passage. Parce que là, nous, on a pris quoi? 2 fois 500 euros. Et ça, je n'ai même pas de TVA à payer là-dessus parce qu'en réalité, c'est le prix hors taxe que la plateforme me paye. Parce que moi, je suis en professionnel. Et le fait d'être en professionnel, théoriquement, tu es censé payer de la TVA sur tout ce que tu perçois. Mais ça, c'est brut, quoi. Donc là, moi, je vais payer le carrossier directement afin que lui, il puisse remettre le véhicule qui vient d'être réparé. Donc, c'est une astuce, elle est simple, elle a l'air simple, mais il faut l'utiliser. Parce que si vous ne l'utilisez pas, c'est le système qui va vous utiliser. Et votre rôle à vous, c'est d'utiliser le système pour créer votre propre système et vous faire du cash au passage. Donc, c'est comme ça que j'arrive à gagner de l'argent sur les véhicules qui ont des sinistres, des légers sinistres comme ça. Sur des gros sinistres, je vous ferai une photo bientôt. J'espère que je n'en aurai pas. Parce que c'est pas mon souhait. Je préfère louer des voitures que j'ai des sinistres. Mais oui, vous pouvez gagner de l'argent tout en étant futé avec tout ce qui est sinistre. D'accord? Et de bien vérifier mon angle mort là parce qu'il y avait un véhicule qui venait. Donc, les amis, ce que aussi je voudrais vous faire comprendre, c'est que vous devez vous dire, quand vous achetez un véhicule et quand vous rentrez dans ce business, ce n'est pas une affaire de est-ce que mon véhicule va être sinistré. C'est juste une affaire de quand. Quand le quand là, vous ne le connaissez pas. Tôt ou tard, votre véhicule aura un impact. Regardez ce véhicule. C'est un véhicule qui a moins de 1000 km. C'est un véhicule très récent. Et pourtant, regardez, il a eu 2 petits sinistres rapidement. Donc, il faut retenir la leçon. Là, je suis venu récupérer le véhicule. Et je vais vous montrer ce qui a été fait. D'accord? Vous voyez là, normalement, il y avait l'impact là. Et là, maintenant, il n'est plus là. Ce qu'il a été fait. Pareil pour la portière. Ici. Ici, là, c'était touché. Il a été fait, c'est ni vu ni connu. Vous voyez ça? C'est propre, 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 propre. Donc, concrètement, les amis, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Finalement, le rendu, le véhicule, il est ressorti clean, là. Il est ressorti tout clean. Le vrai problème des entrepreneurs, c'est pas leur appétence à pouvoir être des entrepreneurs. Pour la plupart des gens qui sont bien formés, c'est pas le fait de pouvoir, pour nos loueurs de voitures, trouver des clients. Ce n'est pas le fait de pouvoir gérer sa flotte, non. Le plus gros problème de la plupart des entrepreneurs, c'est leur état d'esprit. Parce que vous connaîtrez des hauts, vous connaîtrez des bas. Quelqu'un qui n'est pas mentalement fort, quand il voit son véhicule venir accidenter comme ça, au lieu de penser solution, il pense problème. Parce que moi, quand je me retrouve devant n'importe quelle situation, je ne juge pas cela de manière positive ou négative. Je regarde toute situation neutre. Et une fois que vous regardez la vie de manière neutre, vous vous dites maintenant, si cette situation n'est pas positive, si elle est négative, comment je transforme cette situation négative en situation positive? D'accord? Et là, dans ce cas où j'ai des sinistres, c'est ma solution à moi pour pouvoir la transformer en situation positive. Et c'est ça le gros nœud de l'entrepreneuriat. La plupart des gens qui n'ont pas survécu le Covid,
Ce n'est pas parce qu'ils n'étaient pas de bons entrepreneurs, pour la plupart en tout cas. C'est parce qu'ils n'avaient pas le bon état d'esprit. Moi, je connais un restaurant ou un buffet chinois. J'étais bien ami même avec le propriétaire. Durant le Covid, il a modifié son concept. Il a transformé un truc hawaïen façon. Mais aujourd'hui, il regrette parce que la plupart des autres qui sont restés buffet chinois ont repris du service. Pour lui, dans le temps, plus personne n'allait manger dans un buffet après le Covid. Et il avait totalement faux parce que il a pris une situation temporaire pour en prendre une résolution définitive. Et c'est ça le problème avec les jeunes entrepreneurs. Quand vous rencontrez des situations temporaires, ne prenez pas des décisions définitives pour résoudre des problèmes temporaires. D'accord? Je me suis rendu compte que beaucoup de personnes dans la location de voitures ne prennent pas le temps de faire une étude de marché. Les avis sur l'étude de marché sont mitigés. Certains te diront, ils en ont fait, mais n'ont pas appris grand-chose. Certains te diront même qu'ils en ont fait, mais ne se sont pas servis de cette étude de marché. L'étude de marché, souvent, est parfois regardée comme si ça ne sert à rien. Mais la vérité, c'est que beaucoup de gens se trompent. Beaucoup de gens ont une mauvaise idée, en fait, de ce que l'étude de marché peut leur permettre de pouvoir faire. L'étude de marché est censée les aider, selon eux, à obtenir un pourcentage d'une activité une fois qu'ils se lancent. Les amis, si vous venez avec cette mentalité, vous n'allez jamais pouvoir exploiter l'étude de marché. Vous devez plutôt venir avec la mentalité de pouvoir apporter quelque chose de nouveau sur le marché. Vous devez venir en fait avec la mentalité de se dire que l'analyse de l'étude de marché va vous permettre en fait de pouvoir répondre aux besoins qui ne sont pas encore satisfaits par le marché. Ok? Je vais prendre le cas par exemple du livre Océan Bleu. Ce livre-là, je peux le résumer en une seule phrase. Le livre te dit en fait que vous devez vous dire que vous devez créer votre propre marché. En un mot, c'est ça. Car votre propre marché n'existe pas encore. Rappelez-vous, quand Apple s'est lancé, il y avait Nokia, il y avait Sony Ericsson, il y avait Alcatel. Mais est-ce qu'ils se sont dit, on va venir faire la même chose que Nokia, faire la même chose que Samsung, répondre à un certain type de besoin que ceux-là font déjà? Non. Ils sont venus et ils se sont rassurés de créer quelque chose d'unique. Donc, comprenez que vous ne venez pas sur un marché pour juste faire comme les autres. L'étude de marché ne vous servira pas à grand chose si le mindset est déjà faussé. Vous devez venir en vous disant que vous devez créer votre marché. Et surtout, ne jamais se dire que votre secteur est réduit à tel ou tel type de véhicule. Si vous êtes dans la location de voiture maintenant, vous devez vous dire que vous devez créer une niche. Ok? Et dans cette niche que vous allez créer, vous allez en fait répondre à un besoin en liant en fait les gens qui n'ont pas encore leurs besoins comblés et à la demande du marché. Donc cela va créer une nouvelle offre. Et cette nouvelle offre va alors créer un nouveau marché. Si vous n'avez pas lu le livre L'Océan Bleu, je vous invite à le lire. Sinon, en tant qu'entrepreneur, vous allez perdre beaucoup de temps. Je vous ai dit tout à l'heure que pour Apple, chaque iPhone est unique au monde. Pourquoi? Ils ont laissé les clients eux-mêmes pouvoir choisir les applications qu'ils désirent. Moi, j'utilise un iPhone. Si vous venez sur mon téléphone, ce n'est pas la même application que vous. Vous n'avez pas la même application que votre frère. Donc, c'est le client qui doit peaufiner, qui doit adapter sur mesure le produit. Donc, le client, c'est lui qui crée son propre marché en s'adaptant à la solution que vous lui proposez. Une fois que vous avez compris déjà l'état d'esprit dans lequel vous devez être pour pouvoir exploiter les données d'une étude de marché, et vous êtes prêt maintenant à lancer votre entreprise de location de voitures, certains encore vous diront que l'étude de marché n'est pas importante, ce n'est pas essentiel. Moi, je vous dirais,
que l'étude de marché est l'étape numéro 1 pour vous permettre de comprendre l'environnement dans lequel vous allez pouvoir vous lancer. Il y a le marché global, le marché à l'échelle nationale ou à l'échelle internationale. Mais il y a le marché que vous, votre entreprise, va pouvoir capter. C'est-à-dire votre zone de chalandise. L'étude de marché va vous permettre de pouvoir avoir plus de données sur vos futurs clients et sur vos futurs concurrents dans votre zone géographique, la zone sur laquelle vous allez opérer. Mais l'objectif numéro 1 de l'étude de marché, c'est de comprendre le potentiel du marché pour votre offre. Et c'est ça. Vous devez en fait comprendre que l'étude de marché vous permettra en fait de segmenter vos clients. Qu'est-ce que je veux dire par segmenter vos clients? Ne faites pas l'erreur de penser que votre offre s'adapte à tout le monde. Ne faites pas l'erreur de vouloir louer vos véhicules à tout le monde. Dans la location de voitures, comme je disais dans la vidéo précédente, il y a deux types de clients. Il y a la clientèle des gens qui ont un besoin spécifique. Ils veulent un utilitaire, donc quel que soit l'utilitaire, ils vont le prendre. Ils veulent un véhicule 7 places pour pouvoir voyager en famille. Ils veulent une citadine pour aller faire des courses. En un mot, c'est des gens qui ont un besoin spécifique. Ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie de personnes, c'est les passionnés. Ceux-là qui vous louent des véhicules, quel que soit le prix. Parce qu'ils sont passionnés par l'automobile, parce qu'ils sont passionnés par le type de véhicule que vous êtes en train de louer. Donc, vous devez connaître votre cœur de cible. Ne cherchez pas à vouloir louer à tout le monde. Ensuite, vous devez comprendre qui sont vos clients. Quels sont leurs problèmes et quels sont leurs besoins. Parce que, en tant qu'entrepreneur, vous êtes là pour répondre aux besoins de vos clients. Et pour faire cela correctement, vous devez faire preuve d'empathie et intégrer la peau de vos clients. Quand vos clients regardent votre description que vous avez fait sur l'application, par exemple GetAround ou Wika, que pensent-ils quand ils regardent votre description? Les photos que vous avez prises avec votre appareil téléphone, au lieu de prendre un caméraman professionnel qui va vous faire des photos professionnelles et faire une petite retouche avec Photoshop, quand ils regardent vos photos, que voient-ils selon vous? Quand ils regardent vos photos prises avec votre téléphone au lieu de photos professionnelles, selon vous, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient de l'amateurisme ou ils voient du professionnel? Quand il lit les commentaires, quand le locataire qui veut louer votre voiture, il lit les commentaires que d'autres locataires ont laissés précédemment, qu'est-ce qu'il entend quand il est en train de lire ça? Donc, tout ça va vous permettre en fait de pouvoir connaître et comprendre vos clients. Ne vous jetez pas dans la location de voiture sans avoir fait cela au préalable. Vous devez répondre à ces questions et cela va vous permettre de comprendre mieux vos clients. Mais en amont, vous aurez fait des hypothèses. Mais une fois lancé, vous allez comprendre que confronté au terrain, le terrain a ses réalités. Moi, j'ai eu des véhicules sur lesquels j'ai misé gros. Mais au bout de 6 mois, 8 mois, c'était un flop total. J'ai dû les revendre. Oui, parfois l'étude de marché n'est pas aussi parfaite que ça. Donc vous devez apprendre à vous adapter en fait. Parce que les hypothèses, une fois sur le terrain, peuvent se révéler être une erreur. Ensuite, vous devez comprendre vos concurrents. Les amis, l'étude de marché va vous permettre de pouvoir apprendre beaucoup de vos concurrents. Apprendre combien de chiffres d'affaires ils sont en train de réaliser. Comment ils se positionnent. N'oubliez pas que vous êtes sur le même secteur d'activité que vos concurrents directs. La zone que vous avez choisie pour poser vos véhicules, ils sont là. Donc, comprenez que plus il y a de concurrents, plus vous devez être dynamique sur votre offre pour pouvoir y rester. Donc, en parlant de concurrents, vous aurez 3 types de concurrents. Les concurrents plutôt directs. Ceux-là, ils sont venus, ils ont vu que ça marche pour vous, ils font juste du copier-coller. Ils font la même offre que vous. Et ça existe. Et les gens ne vont pas se gêner pour le faire. Ensuite, vous aurez des concurrents indirects. Ceux-là,
Ils ne louent pas les mêmes véhicules que vous, donc pas la même offre, mais ils répondent aux mêmes besoins que vous. Supposons que vous avez un utilitaire, il va acheter un même type de véhicule, mais pas la même marque, mais qui répond aux mêmes besoins de clients que vous. Et il y a les futurs concurrents, ceux-là qui sont des acteurs en sommeil. Ils ne sont pas encore lancés. Donc comprenez que ces trois types de concurrents, l'étude de marché va vous permettre de pouvoir les connaître. Les concurrents directs, les concurrents indirects et les futurs concurrents. Quatrième, vous devez apprendre à vous positionner. OK? Pour trouver le segment de clients qui n'est pas encore bien pris. Je vous ai rappelé le livre Océan Bleu. En un mot, allez le lire, quoi. Vous comprendrez ce que je suis en train de dire. Vous devez cibler des clients qui n'ont pas encore leurs besoins servis par le marché actuellement. Ainsi, tu pourras toucher un cœur de cible. Et une fois que tu as une certaine stabilité, tu pourras maintenant parler développement. Tu pourras ainsi parler de scaler sur ton entreprise. Donc, tu dois réaliser, selon moi, une étude de marché et aussi faire une veille concurrentielle avant de te lancer. Ça a comme avantage de connaître très bien ses concurrents, de connaître bien ses clients, et en fait de pouvoir leur offrir le meilleur véhicule ou la meilleure offre que tu peux leur offrir. Sans aucun doute, les questions les plus courantes que l'on me pose par rapport à l'autopartage tournent autour de comment déterminer quelles voitures sont les meilleures. Quelles voitures sont les meilleures voitures Zaïd a achetées pour ma flotte? Comment savoir quelle est la meilleure voiture pour vous dans le marché dans lequel vous êtes? Comment faites-vous votre étude de marché ou comment vous pouvez le faire de manière efficace? Toutes ces questions peuvent être incroyablement difficiles à gérer. Je le sais, j'ai pris par là. 2018, quand je me lançais, je n'avais pas accès à cet outil. Je n'avais aucune idée de cela. J'essayais de faire comme tout le monde, aller sur les différents sites. Du moins, essayer de faire les choses comme ceux qui sont à moitié formés. Mais aujourd'hui, tu ne vas plus faire partie de ceux-là qui sont à moitié formés. Tu vas maintenant comprendre comment utiliser un outil puissant qui fera le travail pour toi. Car toi, ton rôle est de louer les voitures. Pas d'être en train de faire des études de marché, de la statistique. Ton rôle n'est pas en train d'être de faire du scraping, en train de répertorier des prix, de répertorier combien de voitures sortent par jour. Non, arrête. Arrête ça, ce n'est pas ton rôle. C'est le rôle de ce logiciel. Et aujourd'hui, je vais te montrer comment tu vas pouvoir utiliser ce logiciel pour faire le travail pour toi. Afin que ton rôle à toi soit d'aller chercher le bon véhicule au bon prix et de gagner de l'argent en louant des voitures. Tu veux savoir comment savoir quel type de véhicule acheter? Quel est le meilleur véhicule pour ton marché? En un mot, comment faire ton étude de marché efficacement, de manière quotidienne, voire même un suivi quotidien, une veille concurrentielle. Si vous êtes tout nouveau dans l'autopartage ou vous venez de vous lancer récemment, cet outil va vous permettre de ne pas commettre les erreurs que moi j'ai commises. Avant de pouvoir vous parler de cet outil que j'utilise moi en France, je vais vous parler du même outil qui est utilisé aux USA. Si vous ne le savez pas, les deux plus grosses structures d'autopartage en France sont la propriété de structures américaines. Je veux parler de Turo, je veux parler de Getaround. Aujourd'hui, je vais partager avec toi deux informations cruciales, deux logiciels qui font le même travail. L'un dans l'Hexagone, ici en France, en Belgique, en Europe. Je veux parler du logiciel espion que j'utilise. Avant qu'on en arrive à celui-là, je veux déjà te parler du même logiciel qui est utilisé aux USA. Afin que tu puisses voir la subtilité, que tu puisses voir l'avantage d'avoir un outil comme ça pour pouvoir faire le travail à ta place. Donc, allons directement dans le vif du sujet. Si tu apprécies ce type de contenu, déjà laisse un like à cette vidéo. On y va, c'est parti. Cette vidéo d'aujourd'hui, tu vas l'apprécier. C'est le moment pour toi d'aller chercher des popcorn car on rentre dans le vif du sujet. Tu vas kiffer. Allons-y. Ce fameux outil qui est utilisé aux États-Unis s'appelle Turex. Et dans l'étude de cas d'aujourd'hui, vous verrez son utilisation sur le site de Turo.
d'accord? Turo aujourd'hui qui a racheté Wika. Et pour vous, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis rapproché de Tourex pour leur demander s'ils allaient pouvoir faire la même chose avec Wika. Et pour le moment, les API ne sont pas les mêmes. Donc, non, ils ne peuvent pas encore intervenir en Europe. Mais déjà, regardez comment utiliser cet outil, Tourex, sur la plateforme Turo. Et sans aucun doute, je pense que ce type de logiciel est un grand avantage pour les vrais. Pour ceux-là qui ont décidé de faire de l'autopartage une activité à part entière. Déjà, Tourex, c'est une extension Chrome que vous pouvez télécharger sur votre ordinateur. Il y a une version payante et il y a une version gratuite. Tourex est une extension Chrome qui permet de faire une analyse du marché. Avec Tourex, vous pouvez retrouver toutes les données sur les véhicules dans votre zone de chalandise. Pour combien de temps les véhicules ont été sur les différentes plateformes? Regardez les statistiques des 90 derniers jours. Combien de fois les véhicules ont été loués les derniers jours? Une estimation des prix journaliers. Allons dans les détails, comment vous allez pouvoir installer et utiliser cette extension. Pour pouvoir l'installer, vous allez simplement dans le Web Store de Chrome. Vous allez dans Chrome Extension et vous recherchez Tourex Explorer. Quand vous trouvez ça, vous rajoutez simplement cela à votre liste d'extensions afin de pouvoir installer l'extension. Et pour pouvoir l'utiliser, nous allons définitivement prendre le cas de Turo. Donc, vous allez sur Turo. Vous choisissez d'abord le lieu. Ensuite, vous choisissez les différentes dates de réservation et vous sélectionnez Rechercher. Pour pouvoir l'utiliser, vous regardez sur votre gauche, vous avez le bouton Tourex Explorer. Vous cliquez simplement sur ce bouton et vous cliquez sur Start Recording. Donc, c'est comme ça que vous allez pouvoir enregistrer de la donnée venant de Tourex sur Turo. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est rechercher les véhicules dans la zone géographique qui sont disponibles. Quand vous avez fini de faire votre recherche, vous appuyez sur le bouton Arrêter l'enregistrement. Par contre, la version payante va vous permettre de pouvoir rajouter plus de données sur chaque véhicule en cliquant simplement sur Enrich Véhicule Data. En fonction de votre zone et du nombre de véhicules dans la zone de chalandise, cela pourra prendre un peu plus de temps. Vous pouvez ensuite suivre les statistiques en regardant simplement les données intégrer le tableur. Et ensuite, une fois que tout ça finit, vous pouvez exporter en fichier CSV pour pouvoir vous-même faire votre analyse des données. N'actualisez pas la page lorsque les informations de statistiques sont en train d'être intégrées. Sinon, cela va simplement effacer les informations. Donc, vous avez plusieurs informations là. Vous avez le lieu, c'est-à-dire la ville ou le code postal, le type de véhicule, la marque du véhicule, le modèle du véhicule, l'année du véhicule, le jour, la date où le listing a été créé, où l'annonce a été créée, depuis combien de jours ce véhicule est sur la plateforme, combien de locations ont été effectuées par ce véhicule, quel est le turnover de ce véhicule, combien de fois il est loué par jour, le coût moyen de location de ce véhicule par jour, combien de fois le véhicule n'était pas disponible les 90 derniers jours, une estimation du chiffre d'affaires généré durant les 90 derniers jours. Et pourquoi je parle d'estimation? Parce qu'il y a des frais de réajustement de carburant, il y a des frais de saleté et ces frais-là ne sont pas répertoriés là. Nous, tout ce qu'on a, c'est le coût de la location, pas les frais annexes. Le nombre de commentaires que chacune de ces annonces a. Les amis, pensez-vous qu'un tel logiciel tel que Tourex puisse vous aider? Un logiciel qui puisse vous donner autant d'informations sur votre zone de chalandise en mettant simplement la ville ou le code postal, pensez-vous que cela peut changer les choses pour vous? Si c'est le cas, je veux simplement que tu likes cette vidéo, d'accord? Chaque fois que vous passez en revue et que vous regardez votre listing, que vous faites des études de marché sur vos concurrents et que vous voyez comment les voitures se comportent sur votre marché, Tourex extraira
donc les données du site web de Turo par exemple, il vous donnera des informations incroyablement précieuses auxquelles vous n'auriez jamais eu accès autrement. Une telle extension pourrait changer la donne pour les nouveaux hôtes ou même les hôtes expérimentés. En un mot, pour toute personne qui veut en savoir plus sur le marché de la location de voitures avant de se lancer ou afin d'améliorer ses statistiques. Je n'exagère pas. Si vous êtes à la recherche d'un logiciel tel que Tourex, qui peut faire la même chose aujourd'hui sur Getaround, sur WeCar, sur Roadster, alors vous avez besoin du logiciel espion. Actuellement, moi j'ai 26 véhicules et chacun d'eux a son propre système de verrouillage et de déverrouillage à distance. J'aimerais les regrouper en un seul processus rationalisé. Ma Audi A3 par exemple a plusieurs façons dont je peux la déverrouiller. Je peux utiliser les applications telles que Getaround qui a installé un boîtier à l'intérieur. Je peux aussi utiliser l'application Audi qui me permet de verrouiller, de déverrouiller à distance, connaître l'emplacement du véhicule, les détails sur un grand nombre de détails sur le véhicule, le carburant et d'autres consommables. Le véhicule est livré avec cette fonction. Je pense qu'il s'agit d'une fonction un peu plus récente. Il se peut donc que ce ne soit pas disponible sur certains véhicules qui ne sont pas récents, de modèle Audi par exemple. La seule chose qui est peu désagréable à ce sujet, c'est que vous devez souscrire bientôt à un abonnement. Pour le moment, il est gratuit. Si vous avez la possibilité, je vous conseille vivement de vérifier si votre véhicule est admissible à l'utilisation d'un boîtier Connect sur les plateformes d'autopartage. Les boîtiers Connect vous permettent de verrouiller vos véhicules à distance grâce à ces applications d'autopartage telles que WeCar, telles que Getaround. Ils permettent également aux locataires de faire la même chose, se présenter et ouvrir vos véhicules à distance. En un mot, un gain de temps énorme. Donc aujourd'hui, mes véhicules tels que les Mercedes, des BMW, des Audi, ma dernière Peugeot a ce système de verrouillage sur mon téléphone. D'accord? Et vous pouvez passer des clés. En un mot, pour ouvrir le véhicule aujourd'hui et pour passer la clé à un locataire sans même l'avoir rencontré, c'est tout simple. Avec BMW, il suffit qu'il télécharge l'application de BMW et moi, je lui envoie une clé digitale. Une fois qu'il a la clé digitale, il peut directement aller ouvrir mon véhicule et partir en location comme ça. Tesla a le même système aux États-Unis. BMW a le même système. Mercedes a le même système. Et beaucoup d'autres, comme Audi aussi, ont le même système. Maintenant, à moi de donner le laps de temps pour lequel je lui loue mon véhicule. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, les plateformes d'autopartage ne sont pas les seules qui permettent l'ouverture et la fermeture des véhicules à distance. Ce type d'ouverture serait plus utilisé avec des gens que vous connaissez, d'accord, un parent, un ami à qui vous voulez louer votre véhicule. Mais quand il s'agit d'un étranger, d'un intrus, je vous conseillerais de plutôt utiliser les plateformes d'autopartage et leurs boîtiers connectés. Vous êtes au moins garanti que quel que soit ce qui arrive, ce n'est pas sur vous. Les plateformes d'autopartage assureront le véhicule, quel que soit ce qui se passera. Donc, en un mot, le locataire a la possibilité de prendre contrôle total de votre véhicule juste avec une clé numérique. Prenons le cas de Getaround Connect ou de WeCar. WeCar aussi qui a son boîtier connecté. Cela vous permet de déverrouiller votre véhicule à distance, donc de partager beaucoup plus simplement votre véhicule, et ce depuis votre canapé. Pour être éligible, commencez par vérifier qu'il est compatible avec la technologie de ce boîtier qui est déployé par ces différentes plateformes. Getaround Connect par exemple, vous n'avez plus besoin de vous organiser avec le locataire pour un échange de clés. Vous pouvez maintenant louer votre voiture et avoir un complément de revenus sans avoir à vous déplacer. Cela vous permet de gagner du temps et de l'argent. En un mot, tout le monde est content. Si vous ne le savez pas, si votre véhicule n'est pas éligible, n'a pas la possibilité de se connecter avec les applications en automatique, vous pouvez soit remettre les clés directement ou utiliser simplement une boîte à clés. Oui, un peu comme ceux qui sont sur Airbnb font. Il y a vraiment deux façons d'utiliser les boîtes à clés. Si vous déposez le véhicule ailleurs, dans un parking d'hôtel par exemple,
vous pouvez utiliser un coffre à fenêtre. Il s'agit d'une petite bride métallique qui permet d'insérer le boîtier dans la fenêtre et de mettre la clé à l'intérieur. Une fois que le locataire est arrivé au véhicule, vous pouvez lui dire le code à distance et il déverrouillera le véhicule. Le locataire prendra les clés pour partir. Si c'est un client régulier, si c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà un précédent, le locataire prendra la clé et partira. Le problème de cette configuration est que les clients risquent de laisser la boîte à clés sur la fenêtre et rouler avec la boîte à clés sur la fenêtre en se baladant et en ayant l'air un peu ridicule. Vous risquez également d'attirer l'attention sur votre véhicule. Peut-être que quelqu'un voit dans ce boîtier une occasion de s'introduire dans votre véhicule et d'essayer de vous la voler simplement. En fonction de votre véhicule, il se peut même que vous devriez utiliser une sorte de débloqueur à fréquence pour la clé du boîtier. Quel que soit le système que vous essayez d'utiliser, je vous conseille vivement de le tester à l'avance, mais pas le premier jour de location. Faites un essai à blanc avec ces procédures quelques jours avant votre première location. Ne dites pas c'est Zaïd qui m'a dit de le faire. Ainsi, vous ne traversez pas la ville entière et vous ne devez pas déverrouiller manuellement le véhicule pour quelqu'un parce que vous n'avez pas correctement testé vos procédures à l'avance. Si vous louez des voitures à partir de votre maison ou d'un entrepôt ou comme moi, d'un parking d'hôtel, l'autre façon d'utiliser un coffre-fort est de le fixer au mur ou à un endroit sûr, d'accord? Comme une clôture ou quelque chose du genre, quelque chose de fixe. Et de donner au client des instructions sur la façon de se rendre à ce coffre-fort et de récupérer la clé. Par exemple, j'ai placé la clé dans une boîte à clés accrochée sur le côté, d'accord? Lorsque le client s'approche, je lui envoie la combinaison par SMS et il n'a plus qu'à aller chercher la clé, d'accord, dans le coffre. Cela me convient parfaitement, mais je le fais uniquement pour des clients qui ont déjà des précédents avec nous, d'accord? Des gens qui ont déjà loué régulièrement. Et tout est très sécurisé parce que j'ai des caméras de sécurité partout dans ce parking où je peux voir directement de mon téléphone. À l'aide de la boîte à clés ou de l'application, vous avez toujours ce problème de vous assurer que le client remet effectivement la clé au bon endroit quand il finit. Cela arrive encore parfois, mais vous pouvez éviter autant que possible en envoyant un message automatisé juste avant que le client ne soit censé déposer le véhicule et le rendre. D'accord? Ce message automatique donne des instructions claires et détaillées. Il faut faire très simple. Exemple, mettez la clé dans le sac ou la console centrale. Indiquez clairement les indications pour minimiser le nombre de fois où votre véhicule va être rendu sans clé. À mon avis, cette phase de planification et de façon dont vous allez verrouiller, déverrouiller vos véhicules pour les locataires est très importante. Je pense qu'elle devait avoir lieu au moment où vous choisissez le véhicule et vous voulez l'acheter. Donc, renseignez-vous, soyez-en sûr que les boîtiers connectés sont éligibles sur vos véhicules, d'accord? Avant d'acheter tout véhicule. Allez simplement sur la plateforme de GetAround et regardez si votre véhicule est éligible, simplement. Parce que cela vous permet d'éviter, d'accord, des casse-têtes plus tard. Elle vous permettra aussi de recevoir plus de locations parce que tous les véhicules équipés d'un boîtier Connect reçoivent 2 fois, 3 fois plus de locations que ceux qui ne sont pas équipés Connect. Ça vous permettra aussi de gagner plus d'argent. Vous n'avez plus besoin de rencontrer les locataires. Vous allez pouvoir localiser et ouvrir votre véhicule directement depuis l'application. En un mot, gagner davantage. Les propriétaires des voitures connectées gagnent 3 fois, 4 fois, 5 fois plus de réservations que les autres. Les locataires préfèrent la technologie Connect. Ils sont prêts à payer des prix plus élevés pour éviter le fait de rencontrer le propriétaire et avoir une expérience conviviale. Les boîtiers connectés, c'est mieux. Pour être franc avec vous, aujourd'hui, moi, j'ai des véhicules qui ne sont pas connectés sur des boîtiers. En parlant de ça,
j'ai justement une installation qui doit être faite pour la première fois sur 2 véhicules qui n'ont jamais été connectés sur la plateforme GetEron. J'ai une Audi Q3, j'en ai 2 qui seront connectés là. J'ai une BM X1, le nouveau modèle, j'en ai 2 aussi qui auront leur installation, je pense, demain ou après-demain. Je dois regarder mon agenda pour ça. Mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est que en répondant aux besoins du marché, vous pouvez identifier qu'il y a un besoin qui n'est pas comblé et qu'il n'y ait pas de véhicule éligible pour répondre à ce besoin. Je prends par exemple le cas d'un Q3 ou d'un X1, d'accord? C'est des véhicules premium, mais c'est des véhicules actuellement, à l'heure où je fais cette vidéo, ne sont pas éligibles Connect. Mais vous me direz, Zaïd, mais comment toi tu as pu faire et dans 2 jours, on doit te les installer. Les amis, c'est simple. C'est ce qu'on appelle le réseau. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vais être franc avec vous. À force de faire des installations, aujourd'hui, des installations, j'en ai fait au moins sur 50 véhicules depuis que j'ai commencé, d'accord? Donc, à force de faire ça, j'ai bâti un réseau avec les installateurs jusqu'à ce que je remonte à la tête pensante de la boîte. Et une fois que je me suis mis en relation avec la tête pensante de la boîte, aujourd'hui, je peux leur demander, est-ce que tel véhicule est éligible? On me dira, oui, c'est éligible, mais il faudra que tu aies l'approuve, le OK de la plateforme. Et quand moi, je sais ça, derrière, je me rassure qu'au niveau de Aon, qui est le partenaire qui choisit les assurances, je me rassure qu'eux, ils couvrent le véhicule. Une fois que l'assurance couvre le véhicule, une fois que celui qui doit installer le boîtier me dit que techniquement c'est éligible, ben, j'achète le véhicule. Je mets les plateformes devant le fait accompli et je leur fais comprendre simplement. Il y a des potentiels clients de ces plateformes qui vont vers la concurrence. Je veux parler par exemple de Virtuo. Virtuo qui fait de la publicité tous les jours, qui a un très beau parc de véhicules. Véhicules qui ressemblent à mes véhicules aussi. Je veux parler de tout cela. Tout cela justement en parlant de la fois dernière, on s'est rencontrés. En réalité, ils ont commandé un grand nombre de véhicules Audi. Je vous ai dit, j'ai acheté 2 Q3. Donc, on l'a acheté au même endroit, d'accord? C'est une centrale d'achat, d'accord? C'est une centrale d'achat où vous achetez vos véhicules en gros. Et l'interlocuteur qui a géré leur opération a géré aussi la mienne, quoi. C'est pour ça que je vous dis, vous devez acheter vos véhicules 40% en dessous du prix du marché. Et beaucoup ne comprennent pas quand je le dis. Les amis, achetez vos véhicules 40% en dessous du prix du marché. Réunis à faire quoi? Premièrement, il y a les 20% de TVA qui sont récupérables. Je dis bien récupérables. Vous avez juste à taper sur Google, quoi. Vous n'avez pas besoin de me croire, d'accord? Le code APE 7711A, on ne fait pas de la rétention de TVA, on récupère la TVA. D'accord? J'en ai discuté pendant 1 heure de temps avec mon comptable avant de faire cette vidéo. Donc, rassurez-vous. Après ça, j'ai regardé sur Google et c'est écrit clair et net. Vous pouvez faire vos vérifications. Ensuite, grâce à des centrales d'achat, vous achetez directement le véhicule sorti du site. C'est ce que tout cela a fait. Je l'expliquais comme je vous l'explique là à ceux-là qui gèrent cette plateforme et je leur faisais comprendre qu'il y a une demande. Il y a une demande. Les chiffres sont là. L'étude de marché est faite. Il y a de la demande. Et c'est cette demande justement que tout cela est Virtuo. Quand vous regardez la catégorie des véhicules de tout cela, vous regardez la catégorie des véhicules de Virtuo, vous vous rendez compte qu'ils ne sont pas en train de louer des Renault Clio, pour m'excuser. J'ai des Renault Clio en location. Justement, même j'ai une qui vient d'être finie, d'être payée. Et la banque m'a envoyé le mot pour dire, écoute, il y a 100 € à payer encore pour que la carte grise vienne au nom de ta société. Fermons la parenthèse. Les amis, on est sur un marché où on répond à un besoin. On a Virtuo, on a tout cela qui répond à un besoin. Je veux taper dans la même niche que ceux-là, mais tout en servant les clients de plateformes d'autopartage telles que GetEron, telles que Wika. Et c'est en répondant à ce type de besoin qu'on a ce type de résultat. Que personne ne vous dise qu'il n'y a pas d'argent à gagner sur les plateformes d'autopartage. Il y a beaucoup d'argent à gagner. Vous avez juste à répondre aux besoins. Vous avez juste à identifier le besoin. Maintenant, ne pas comprendre comment identifier un besoin, c'est tout autre chose. Mais dire qu'il n'y ait pas de besoin, c'est à la rigueur mentir. D'accord? Parce que le business de la location de voitures est un business qui existe depuis des centaines d'années et ne va pas disparaître. C'est juste le mode
d'accès au véhicule qui va changer. Il y a de cela 10 ans, 20 ans, il n'y avait pas de véhicule en connect. Mais aujourd'hui, les normes sont en train de changer. C'est exactement ce qui s'est passé avec Netflix et Blockbuster. Si vous connaissez l'histoire, je l'ai peut-être déjà dit sur cette chaîne. J'étais étudiant aux États-Unis et j'allais louer des VHS, des anciennes cassettes vidéo. Et le grand Blockbuster était là. Et il y avait une petite cabine devant où c'était écrit Netflix. En ce moment, Netflix louait des CD de films et des CD aussi de jeux vidéo tels que Xbox et PlayStation et tout ça. Donc moi étant étudiant, j'allais le soir louer pour, je me rappelle encore, c'était $1 la journée en termes de location pour chaque film et jeu vidéo. Donc, ils n'ont pas pris, Blockbuster n'a pas pris Netflix au sérieux. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ils ont déposé le bilan. Je veux prendre encore le cas de Fujifilm et de Kodak. Kodak n'avait pas cru en tout ce qui est numérique, photo numérique. Ils se sont dit ça n'allait pas marcher. Aujourd'hui, où est Kodak? Kodak a fermé. La même chose s'est passée aujourd'hui pour la location de voitures. Mais Enterprise a compris. Enterprise a compris. Ils ont créé Ubeco. Ubeco, si vous ne le savez pas, appartient à Enterprise, qui est l'une des plus grandes sociétés de location de voitures. Donc, croyez-moi, ce business est là pour rester et il faudra vous adapter pour pouvoir gagner votre pain, gagner votre marge, gagner votre part de marché dans ce business. Ce business n'est pas là de manière temporaire. Le business de la location de voitures répond à un besoin primaire, celui du transport. Il y a différents types de transport, mais les gens qui viennent louer des véhicules, notamment quoi? Nous, on a tout type de véhicules. Mais la majeure partie des gens viennent soit par plaisir ou soit pour aller juste au travail. Donc, ils viennent répondre à un besoin spécifique. Donc, si vous répondez à ce besoin, si vous répondez aux besoins de la clientèle, bien sûr que vous allez gagner de l'argent. Moi, je gagne de l'argent. Je n'ai pas peur de partager mes chiffres. Regardez à l'écran. Ça, c'est des locations que j'ai en cours. Mais les amis, croyez-moi, en répondant à un besoin, vous allez toujours pouvoir gagner de l'argent. J'ai un mentor dans la location de voiture qui m'a dit, Saïd, l'argent est dans la niche. Vous savez, aujourd'hui, vous pensez que ceux qui louent par exemple des Rolls-Royce pour les mariages, où la journée est facturée à des milliers d'euros, vous pensez qu'ils perdent de l'argent? Ils sont dans une niche. Ils répondent à un besoin et ils sont spécifiques. Arrêtez de vouloir faire comme tout le monde, de copier comme tout le monde. Mettez-vous dans votre niche. Je connais des amis aujourd'hui qui n'ont que des utilitaires et qui sont aujourd'hui en train d'ouvrir un garage. Donc, comprenez que ce business dans lequel on est, un business qui est un peu complexe, c'est vrai. C'est pour ça que je vous conseillerais de vous faire accompagner. Parce que se lancer à faire de la chirurgie, tu n'as pas fait des années de médecine, tu vas tuer ton patient. C'est de la même manière. Si tu te lances aujourd'hui dans l'entrepreneuriat sans avoir appris de quelqu'un qui a fait son parcours. Moi, je suis dans cette activité, cela fait de cela 5 ans. 5 ans, ça a l'air petit, mais j'ai bavé dans cette activité, j'ai tout vu. Avant la pandémie, beaucoup d'agences de location de voitures locaux gagnaient tellement d'argent qu'elles remboursaient leurs prêts automobiles rapidement. Donc, même si elles décidaient de se retirer du business, du secteur de la location, elles pouvaient vendre leurs voitures à un prix décent et retrouver une grosse somme d'argent. Aujourd'hui, c'est l'inverse. J'étais chez mon garagiste et il me parlait d'un autre loueur qui se plaignait à ses côtés. Je pense qu'il doit avoir des Fiat et des Clio, bref, des véhicules de monsieur et madame tout le monde. Il se plaignait de ses Renault Scénic, il se plaignait au garagiste et le garagiste me disait, écoute, Zaïd, comment toi tu fais? Je vois que toi ça tourne. Je lui ai dit, il faut anticiper les choses. Tu ne peux pas garder le même véhicule depuis 3, 4, 5 ans. Et tu veux qu'elle ait toujours la même attractivité. Je prends par exemple aujourd'hui, moi mon cas, j'ai remarqué que les 5008, les Peugeot 5008 sont plus attractifs que des Renault Grand Scénic en termes de prix et aussi du côté de la satisfaction du client. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Aujourd'hui, nous avons décidé que les grands Scénic dans la flotte vont être revendus. Je récupère la trésorerie pour faire face
à d'éventuels achats des véhicules 7 places Peugeot. Donc, vous devez anticiper. Le plus vite tu gagnes de l'argent sur le véhicule, le plus vite tu le revends pour ne pas encaisser des pertes. Le véhicule dont je suis en train de te parler, c'est des véhicules qui m'ont coûté entre 15 000 et 20 000 euros. Mais aujourd'hui, pour les revendre, je les revendrai plus ou moins au même prix. Du moins, on a fait le calcul la fois passée, on a regardé les prix auxquels ces types de véhicules se vendent sur la centrale, sur le Bon Coin, sur d'autres sites. Ces véhicules vont être revendus entre 13 000 et 17 000 euros. Pendant que, en moyenne, chaque Ulden a généré des revenus du valeur plus de 50% de leur prix d'achat. Et je les ai depuis 2 ans. En un mois, ils se sont déjà remboursés. Les amis, il faut comprendre que on est dans une activité où vous devez régénérer votre parc automobile. C'est possible que tu ne le savais pas. C'est possible aussi que tu l'avais remarqué avec ces gros loueurs tels que Avis, tels que Europcar. Quand tu passes devant, tu vois que les véhicules sont toujours récents. Oui, ils sont toujours récents parce qu'ils vendent l'ancienne flotte et rachètent de nouvelles. C'est pour ça que je te dis que c'est une activité où tu dois tenir du cash. Ton compte ne doit pas être ressemblé au compte de monsieur et madame tout le monde. Ton compte doit respirer. Et tant qu'il ne respire pas, tu as intérêt, une fois qu'on sort de ces hautes saisons-là, à vendre et récupérer ta trésorerie. Parce que la trésorerie, c'est le nerf de la guerre. L'argent, dans cette activité, c'est le nerf de la guerre. Mais c'est l'inverse pour 90% des autres sur ces plateformes d'autopartage. Que ce soit Weka ou GetAround, la plupart des gens doivent plus d'argent sur leur voiture qu'ils n'en valent en réalité. Et aujourd'hui, ils ne peuvent même pas s'en défaire. Pourquoi? Parce qu'ils ont gardé le véhicule trop longtemps. Donc, maintenant, si tu es dans ce cas, tu as 2 possibilités. Tu continues à louer moins cher, tu te débats comme tu peux. Et un jour, il y aura un gros sinistre et l'assurance va te payer et tu pourras t'en débarrasser du véhicule, ou les plateformes ne les mettent plus en avant parce que il y a peut-être trop de plaintes, trop de mauvais commentaires concernant ton véhicule qui tombe en panne souvent, qui a des soucis. Et c'est ce que nous remarquons actuellement pour ceux-là qui ont eu pris des véhicules, des épaves, des merguez. C'est ce désespoir sur le marché qui pousse les autres à louer leur voiture à des prix extrêmement bas. Et c'est la vérité. Beaucoup ont peur de le dire, mais je te le dis. Il y a beaucoup de gens non professionnels qui louent leur voiture pour presque rien du tout. Tu as des voitures jusqu'à 15 euros de jour. C'est quoi ces bêtises? Traditionnellement, nous disons à tout le monde d'étudier son marché, de voir ce qui vaut, de voir ce que vaut sa voiture, d'évaluer la dépréciation, sa valeur en fonction du kilométrage parcouru, de manière cyclique tous les 6 mois au moins. C'est ainsi que la plupart des agences de location de voitures, y compris moi-même, calculent le prix journalier de leur véhicule. Mais vous ne pouvez pas faire cela sur les plateformes d'autopartage. Vous ne pouvez pas imposer votre prix. Si vous devez louer votre voiture aujourd'hui à 60 euros par jour pour dépasser la dépréciation, afin de rembourser votre véhicule au bout de 24 mois, GetAround s'en fiche, Weka s'en fiche, Roadster s'en fiche. Parce que si ces plateformes disent que ton véhicule a une valeur par exemple de 30 euros de jour, d'accord, tu vas sur les prix intelligents, mais il faut louer ton véhicule à 30 euros de jour. Et toi, tu as plutôt besoin de 60 euros. C'est les 30 euros que tu vas obtenir. Tu n'auras que 30 euros sur ces plateformes. Et malheureusement, il y a beaucoup maintenant. Il y a tellement d'incitation à pousser les gens à baisser leur prix aussi vite que possible, ce qui déclenche la course vers la baisse de la rentabilité. Et cela, ça va s'empirer. Nous allons maintenant aborder les processus et les procédures qui vont vous permettre de pouvoir éviter cela. Maintenant, comme je te l'ai dit, je ne déteste pas de plateforme. En réalité, elles m'ont permis de pouvoir commencer cette activité. Mais je pense que ce sont des excellents moyens, ces plateformes-là, pour commencer dans l'activité, pour apprendre à connaître ce business, pour voir le potentiel de l'activité. C'est un bon moyen, c'est un bon tremplin abordable, un tremplin pour entrer dans cette industrie.
Je ne dis pas que les plateformes sont de mauvaises choses, je tiens à le préciser. Mais en même temps, si on ne vous enseigne pas les bons principes pour vous éviter d'entrer dans le négatif, certains autres sur ces différentes plateformes crient avec fierté qu'ils ont 50 voitures. Mais quand il faut tenir compte de la dépréciation des kilométrages, de ce qu'ils payent, de ce qu'ils gagnent, et on décompose en termes d'heures de travail ce qu'ils mettent dedans, le lavage des voitures, les amis, ces autres-là ne gagnent pas beaucoup d'argent. Je veux donc partager ces choses avec toi. Parce que, comme je te l'ai dit, définitivement, la location de voiture est un excellent secteur d'activité pour gagner de l'argent. Mais il faut savoir ce que tu es en train de faire. La vérité, c'est que nous nous dirigeons vers une récession. Vous allez voir que les gens n'ont pas les moyens d'acheter des véhicules. Et ils vont être désespérés. Ils vont vouloir louer des voitures. Donc, si vous achetez vos voitures 40% en dessous du prix du marché pour les louer au grand public, je pense que vous allez réussir dans ce secteur. Qu'il s'agisse de véhicules classiques ou de véhicules commerciaux, des camions, des utilitaires, si vous avez la bonne stratégie, si vous arrivez à fidéliser des clients, si vous arrivez à signer des contrats de location de voitures avec des véhicules de livraison, je vous fais une petite confidence que uniquement les membres de mon programme savent, c'est que j'ai plusieurs camions que j'ai loués à des structures qui font des livraisons pour Amazon. Donc c'est de l'argent passif. C'est des structures qui ont déjà des contrats de livraison avec Amazon, avec Chronopost, avec d'autres enseignes de livraison. Donc, l'un des premiers conseils que je vais vous donner est de créer votre entreprise de location de voitures à partir d'un système. Ne le construisez pas à partir de ce que quelqu'un vous a dit. Malheureusement, Get-A-Run seul ne va pas te permettre de pouvoir générer de gros chiffres d'affaires. Wecar seul ne pourra pas te permettre de générer de gros chiffres d'affaires. Il te faudra, d'accord, avoir un plan, comme moi je l'ai fait. Après 2 ans, j'ai créé mon agence. Ça fait 2 ans que j'ai créé mon agence. Aujourd'hui, j'arrive à pouvoir m'en sortir parce que j'ai bâti un réseau. Dans ce réseau, qu'est-ce qu'il y a concrètement? Je loue mes voitures à des sociétés qui ont déjà un contrat avec ces différentes enseignes pour la livraison. Je loue mes voitures à des jeunes de cité. J'ai fait une vidéo que je vais te mettre quelque part là ou là. Mais ces jeunes de cité sont aussi de bons loueurs. Il n'y a pas que des prête-noms et des gens qui veulent t'entuber. Il y a des gens qui viennent dans mon agence ici et je leur loue au mois. J'ai 8 voitures avec des jeunes comme ça qui me payent entre 2000 et 2500 au mois. Sans stress. C'est des gens, quand tu sais quoi faire avec eux, ils sont carrés. Ils ne veulent pas des histoires. D'accord? Et ce n'est pas des gens qui vont être en train de rouler ton véhicule tous les jours. Et quand tu loues directement comme ça, au mois, tu as une tranquillité d'esprit. Tu peux anticiper sur tes paiements de la banque et tout ça. Donc, aujourd'hui, si tu ne penses pas créer ta propre agence et tu es enfermé sur les plateformes d'autopartage, ou du moins si tu n'as que l'expérience des plateformes d'autopartage, mon ami, tu as encore beaucoup à apprendre. Je peux te dire que tu es en train de regarder uniquement 1%. 1%, à peine 1% de ce que tu peux gagner. Parce qu'en réalité, le marché, il est vaste. Les plateformes d'autopartage en 2023, aujourd'hui, il y a encore beaucoup de Français qui ne les connaissent pas. Mais par contre, quand tu crées ton agence et que toi-même, tu prends le devant des choses, tu as un potentiel infini au nombre de personnes que tu peux louer ton véhicule. Étudiez votre marché, faites une étude de marché de votre ville, du code postal. Regardez les différents types de voitures qui se louent déjà sur ces différentes plateformes. Parce que s'il n'y a que 5 monospaces à louer dans votre région et que vous êtes dans le 77, si vous venez amener le même véhicule, vous allez casser le prix pour pouvoir vous. Pourquoi vous dire vous êtes en concurrence avec tous ces autres qui font déjà la même chose? Le marché est ouvert. Construisez votre entreprise en fonction du marché actuel et effectuez des recherches. Ne choisissez pas de voiture spécifique. Utilisez le logiciel Espion pour faire une étude de marché. Aussi, je dis, achetez vos véhicules 40% moins cher. Je fais ce métier depuis 2018. Ça fait quoi? 2018, 19, 20, 21, 22, 23.
6 ans. Je n'ai acheté mes voitures exclusivement qu'à 40% en dessous du prix du marché pour mon activité de location de voitures. J'ai toujours fait attention à la courbe de dépréciation. Et je n'ai jamais acheté de merguez, des voitures endommagées à la carrosserie ou à, bref, des épaves pour en faire de la location de voiture. Parce que ce n'est pas la typologie client que je recherchais. La deuxième chose que je vais vous dire, c'est de créer une société. Avec un code APE 7711A, vous pourriez obtenir n'importe quel type de financement. Créez votre compte chez une banque mutualiste et très tôt, ils vont vous accompagner dans le financement. Donc, toujours acheter ces véhicules en société parce que les avantages, crois-moi, si elles étaient en particulier, les hommes les plus riches de ce monde n'allaient pas créer des sociétés. Donc, créez ta société. Mais obtenez vos voitures au nom de votre société. Parce que si vous voulez un jour quitter les plateformes d'autopartage, vous ne pourrez pas le faire si les véhicules sont enregistrés en vos noms propres. Parce que tu ne pourras pas louer ton véhicule directement. L'assurance ne va pas te suivre. Mais si tu as déjà tout au nom de ta société, oui, tu pourras les quitter le jour où tu as envie. Ou tu pourras même travailler avec eux et louer en direct comme moi je fais. Aujourd'hui, moi, je loue sur Wecar, sur Getaround et sur Roadster. Parce que ce qui se passe, on ne le souhaite pas. Mais si un jour, quelqu'un passe à côté avec une bouteille de gaz et enflamme tout ton business, si les voitures ne sont pas immatriculées au nom de ta société et que c'est en ton nom propre, la demande d'indemnisation que tu vas faire à ton assurance particulière, ils vont le rejeter. Parce qu'ils te diront qu'ils ne savaient pas que tu faisais de la location de voiture, concrètement. Si ça se passe durant une location, oui, tu es couvert par l'assurance de la plateforme. Mais si ce n'est pas le cas, il faut y réfléchir. Si vous avez un très grave accident, c'est la même chose. Vous devez donc assurer que vous construisez correctement tout dès le départ. C'est l'une des choses à faire. Toutes les voitures de location doivent être au nom de votre entreprise, avec l'assurance de votre entreprise. Autre chose, arrêtez de faire de la sous-location. Je vois beaucoup de personnes qui veulent obtenir en un mois le travail de 3 ans. Les amis, arrêtez ça. Construisez un business pérenne dans le temps. Parce qu'aujourd'hui, oui, il y a la possibilité de pouvoir aller en Allemagne, en Pologne et prendre des véhicules et venir faire de la sous-location en France. Encore que moi-même, j'ai pris la route, je suis allé en Allemagne, je vous ai fait une vidéo sur le sujet. Je vais peut-être le mettre là ou là dans la vidéo pour que vous puissiez aller le voir après. Mais les amis, vous n'avez rien à gagner parce que quoi? C'est un peu comme quelqu'un qui fait du Airbnb, mais au lieu d'acheter l'appartement, il le loue. Tu as beau faire ton Airbnb ou ta sous-location pendant 5 ans, pendant 10 ans. Ce bien-là, que ce soit un véhicule ou que ce soit de l'immobilier, ne va pas t'appartenir. Tu n'es en train de rien construire. Par contre, si tu possèdes le bien immobilier, tu l'aurais remboursé à 20%, à 50% de sa valeur. Pareil pour un véhicule. Donc, oubliez cette histoire de sous-location. Vous ne construisez pas un business sur le long terme quand vous opérez de cette manière. Ce modèle économique est biaisé. Du moins, ne correspond pas à moi, mes valeurs. Parce que moi, j'ai l'intention de construire, je pense que toi aussi, il faut construire quelque chose dans l'air du temps. En dernier, la conciergerie. Beaucoup de gens aujourd'hui louent les voitures de d'autres personnes. Moi, je ne le fais pas parce que je ne veux pas. Je ne veux pas de maux de tête. Je ne veux pas que quelqu'un d'autre m'appelle pour me stresser. Et ensuite, lorsque son véhicule sera cassé, vous allez dire quoi? Vous allez devoir attendre la réparation. Ce sera des prises de tête. Alors, pourquoi faire confiance à des gens? Vous-même, vous pouvez louer vos véhicules directement. Aujourd'hui, si tu veux commencer, loue toi-même ton véhicule. Ne confie pas ton véhicule pour commencer. D'accord? Et encore, il y a des sociétés réputées pour le faire. D'accord? Des gens qui le font déjà depuis plusieurs années. Ça encore, on peut laisser passer. Aujourd'hui, je reçois tellement d'appels de coaching. Ça me fait mal quand j'entends des gens qui disent « J'ai pas assez d'argent pour faire l'activité, donc ce que j'ai fait, je ne pourrais pas acheter plusieurs voitures. J'ai acheté un véhicule, j'ai confié à un tel et les problèmes. »
Bref, sachez comment vous gérez votre activité. Ne vous dites pas que c'est le business qui va changer votre vie. Le business de la location de voiture est fait pour les gens qui ont déjà de l'argent normalement. Pour des gens qui sont prêts à travailler leur argent. Je vais vous donner un bon exemple. Le mieux à faire est de ne jamais avoir recours à votre compagnie d'assurance. Du moins quand vous êtes professionnel. Je ne sais pas si vous m'avez déjà entendu dire ça, mais si vous louez des voitures au public, qu'il s'agit de Getaround, Wika ou de n'importe qui d'autre, ou même à votre propre entreprise, vous ne devez jamais déclencher votre assurance. Si vous êtes en particulier et vous le faites, ce qui va se passer, c'est quoi? L'assurance de la plateforme va prendre le relais. Et là, vous n'avez pas de problème. Mais si vous êtes en professionnel et vous déclenchez à chaque fois votre assurance, le problème qui va se passer, c'est quoi? Votre compagnie d'assurance à la fin d'année, ils vont doubler, tripler ce que vous payez. Donc, tu vas passer peut-être de 10 000 euros par an à 20 000 euros l'année qui suit. Juste parce que tu as déclaré trop de sinistres. Donc, il faut être wise. Il faut savoir réellement comment tu joues ton jeu. Donc, le mieux serait que tu aies suffisamment de capital nécessaire pour réparer toi-même tes véhicules pour les petits dégâts et uniquement déclencher l'assurance lors des gros dégâts. Car n'oubliez pas que lorsque vous faites des déclarations de sinistres, cela remonte. Et à la fin d'année, l'assurance n'est pas là pour perdre de l'argent. Lorsque vous allez renouveler votre police d'assurance, je vous promets que ces compagnies d'assurance, ils vont vous doubler votre premium, voire tripler, parce que vous avez utilisé même une ou deux fois. Il faut éviter de le faire. C'est pourquoi je dis aux gens qu'ils doivent avoir de l'argent, du cash, qu'ils doivent être en mesure de réparer leur voiture lorsqu'il y a un souci. Et si vous achetez des voitures de luxe, il vous faudra alors avoir de la trésor, c'est-à-dire 20 000, 30 000 euros de côté lorsqu'il y a un pet. Si vous êtes déjà sur les plateformes d'autopartage, au moins vous êtes couvert. On n'est pas en train de parler de Lamborghini ou de Ferrari où vous aurez besoin de 100 000, 200 000 euros de liquidité, quoi. Mais ayez de la trésor. N'entrez jamais dans le premium ou encore dans le prestige si vous n'avez pas l'intention d'ouvrir votre propre agence. Ne comptez pas sur les plateformes pour pouvoir vous permettre de pouvoir joindre les deux bouts. Combien de voitures vous pouvez acheter? Combien de véhicules vous pouvez acquérir? Avant de commencer, je voudrais juste vous rappeler que cette vidéo est pour ceux qui envisagent juste d'acheter une voiture à but personnel, c'est-à-dire utiliser leur véhicule personnel pour démarrer en tant que complément de revenus. Pour la plupart des Français, l'achat d'une voiture est le deuxième achat le plus important de leur vie, juste après l'achat d'une maison. Comme les voitures coûtent de plus en plus cher, le paiement d'une voiture devient de plus en plus cher et c'est normal. Par conséquent, il semble que de plus en plus de personnes se sentent trop à l'étroit lorsqu'il s'agit de leur prêt automobile. Cette situation a entraîné une augmentation des impayés de prêts automobiles, oui, bien sûr, et des saisies de véhicules. La question qui se pose alors est la suivante. Comment savoir quel type de voiture ou quel prix vous pouvez vous permettre d'acheter votre véhicule? Si vous posez la question à 10 personnes différentes du monde des finances par exemple, vous obtiendrez probablement l'une des deux réponses suivantes. Soit l'approche des gourous sur Internet qui disent qu'il ne faut pas sortir de l'argent et l'investir, qu'il faut vraiment être en mode économie. Ils vous diront de ne pas acheter de voiture si vous ne pouvez pas en acheter 2 ou 3. Si vous ne pouvez pas payer en liquide sur place, vous n'avez pas les moyens de l'acheter. Peu importe ce que vous avez, c'est ce qu'ils vous diront. Ou bien ils vous diront que vous devez avoir plus de 5 fois la valeur de ce véhicule à l'année. Et ce, peu importe ce que vous voulez faire avec le véhicule. Et la deuxième approche, ils vous diront simplement que vous ne devez pas dépenser plus de 20% de votre salaire net pour des dépenses liées à de la voiture. Il s'agit par exemple du paiement, de l'entretien, de la réparation, de l'assurance et l'essence, bref, tout ce qui est relié à la voiture, c'est-à-dire tout ce qui concerne les voitures. Bien que ces deux réponses puissent être vraies et utiles en fonction de votre situation financière spécifique,
La vérité est que ni l'une ni l'autre de ces réponses n'est vraie. En réalité, aucune de ces réponses ne tient compte de certains éléments importants qui peuvent faire la différence entre l'achat d'une voiture et son échec. Voici les 3 raisons que vous devriez vous poser si vous voulez essayer de déterminer ce que vous pouvez vraiment vous permettre. La première question, c'est quel est votre salaire actuel? Quelles sont vos dépenses mensuelles? Quelle est votre situation financière globale? Et quel type de voiture voulez-vous acheter? Première question, quel est votre salaire? Combien gagnez-vous? Après impôt, bien sûr. Ce montant inclut les activités annexes ou les sources de revenus supplémentaires que vous possédez. C'est probablement la question la plus importante que vous devriez vous poser. En effet, ce sont vos dépenses mensuelles qui détermineront ce que vous pouvez ou vous ne pouvez pas vous permettre. En effet, une personne qui gagne 5 000 € par mois, mais n'a que 2 000 € de dépenses mensuelles pour s'offrir sa voiture de rêve, comparativement à une personne qui gagne 10 000 € par mois, mais n'a que 9 500 de dépenses mensuelles, ce sont vos dépenses alors qui détermineront en fin de compte si vous pouvez vous permettre d'acheter un véhicule A ou B. Il est extrêmement important de répondre à ces questions. Enfin, quel type de voiture vous voulez acheter? Car il faut bien admettre, toutes les voitures ne se valent pas. Aujourd'hui, mon but n'est pas de vous faire des calculs, un dessin pour vous dire quel type de voiture vous devez acheter. Il y a une tonne de vidéos sur YouTube qui peuvent vous permettre de pouvoir le déterminer. Aujourd'hui, j'aimerais plutôt parler de ces autres facteurs qui sont souvent laissés de côté dans la formule financière de l'abordabilité. La question est de savoir combien vous gagnez est relativement simple. Comme je l'ai déjà mentionné, vous devez comprendre et prendre en compte toutes les entrées d'argent que vous avez. Ainsi, ayez un emploi à temps plein ou partiel ou une activité secondaire, que vous ayez une source de revenus quelconque qui vous rapporte de l'argent, vous devez bien sûr tenir compte des impôts que vous payez. Et si vous êtes un travailleur indépendant, vous devez vous assurer d'allouer de l'argent à vos impôts chaque mois et d'en tenir compte. Vient ensuite la question des dépenses. Comme je l'ai mentionné, il est extrêmement important de répondre à cette question, car ce sont vos dépenses qui détermineront le montant que vous pourrez finalement vous permettre. Lorsqu'il s'agit de calculer vos dépenses, vous pouvez le faire en classant vos dépenses dans l'une des quelques catégories suivantes. La première est celle des dépenses non négociables, c'est-à-dire celles qui doivent être payées quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive. Il s'agit des dépenses telles que l'hypothèque sur votre maison ou le loyer, l'électricité, le gaz, les factures Internet, la facture de votre téléphone. Ce sont des dépenses que vous placerez dans la catégorie des dépenses obligatoires. Vous devez dépenser de l'argent quoi qu'il arrive. Deuxièmement, je peux vous parler des dépenses qui ne sont pas réellement obligatoires. Ces dépenses qui ne sont pas considérées comme des nécessités, mais ce sont des choses que vous aimez acheter et qui doivent donc être prises en compte. C'est le cas par exemple d'un abonnement Netflix, de sortir en famille, des sorties au restaurant, des frais de représentation, bien qu'il ne s'agisse pas de nécessité et qu'il soit possible de les réduire si nécessaire, ce sont des éléments qui doivent être pris en compte. Ce sont tout de même des choses dont il faut tenir compte, car elles peuvent s'accumuler rapidement. Vous devez également tenir compte de votre situation financière globale, c'est-à-dire de votre endettement et de votre épargne. Personnellement, je pense qu'il faut contribuer activement à l'épargne et au fonds de sécurité, ou appelez-le fonds d'investissement ou fonds de retraite, mais avant d'envisager l'achat d'un véhicule coûteux. Je pense également que l'achat d'une voiture, lorsqu'on a de mauvaises dettes, des crédits conso, la façon dont nous devrions envisager l'achat d'une voiture neuve ou d'occasion n'est pas seulement le coût du véhicule sur une base mensuelle. Il s'agit aussi de l'opportunité que représente ce coût. En effet, l'achat d'une voiture vous met à rude épreuve. Vous ne devez pas seulement payer la voiture chaque mois, il y a de fortes chances que cela signifie aussi que vous devez épuiser une partie peut-être de votre épargne. Prenons mon exemple. Lorsque j'envisage d'acheter une voiture, je l'envisage d'un point de vue perspective financière globale. Quel sera l'impact de cet achat? Non seulement à court terme, mais aussi à long terme. Cela vous amène bien sûr à des questions telles que quelle voiture devriez-vous acheter?
Et pourquoi cette question est si importante? Parce que, soyons réalistes, toutes les voitures ne sont pas créées de la même façon. Prenons pour exemple la Tesla Model 3. Tesla Model 3 que j'ai acheté, ça fait bientôt 2 ans. Aujourd'hui, le prix du Tesla Model 3 a augmenté. Je peux revendre ce véhicule et gagner de l'argent parce que le prix auquel je l'avais acheté est inférieur au prix auquel il est en vente actuellement sur le marché. Il y a presque 2 ans, j'ai acheté ce véhicule. Aujourd'hui, je peux revendre ce véhicule et gagner une plus-value. Ce qui signifie que je l'aurais gardé pendant presque 2 ans sans avoir un coût d'utilisation. À part les frais d'assurance, bien sûr. Et avec les Tesla, il n'y a vraiment pas d'entretien. Mais si nous avons acheté un véhicule du type, je ne veux pas salir une marque ici, mais des véhicules qui ne gardent pas la côte, nous aurions perdu beaucoup d'argent. Et ce, malgré que nous sommes dans la location de voiture. Nous aurions probablement perdu entre 1 et 20% si nous n'avions pas acheté le véhicule directement à l'usine. La voiture que vous allez acheter est importante. Voici comment vous pouvez déterminer si la voiture que vous voulez acheter vaut vraiment la peine d'être achetée. Faites attention aux conditions de financement. Un achat de voiture a un taux d'intérêt. Des taux d'intérêt mirobolants entre 10 et 20% n'ont aucun sens. Aujourd'hui, les taux normaux sont entre 6 et 7%. Lorsque vous justifiez l'achat d'une voiture, vous devez aussi toujours garder à l'esprit le prix d'achat de la voiture par rapport au prix de revente ultérieure. Donc, en fonction du taux d'intérêt du financement, cela rend la voiture abordable ou inabordable. La deuxième question est la suivante. Combien de temps prévoyez-vous garder cette voiture et combien pouvez-vous espérer qu'elle vaille au moment de sa revente? Croyez-le ou non, vous pouvez acheter une voiture et l'utiliser comme un petit compte d'épargne. Cela dépend du type de voiture que vous avez acheté. Vous pouvez l'acheter, le garder pendant quelques années et revendre et gagner encore et obtenir un bénéfice. Cela dépend bien sûr du type de voiture que vous achetez, du nombre de kilométrages parcourus et l'état de la voiture au moment où vous l'avez acheté et revendu. Par exemple, je pourrais acheter une Toyota RAV4, l'utiliser pour presque 1 an. Théoriquement, ce véhicule va valoir la même valeur que l'année prochaine parce que l'année prochaine, qu'est-ce qui va se passer? On sait tous avec la guerre en Ukraine que plusieurs composants sont manquants et que les véhicules coûtent de plus en plus cher. En achetant des véhicules comme ça et en le mettant sur des plateformes et laissez vos locataires payer pour ces véhicules, vous allez pouvoir non seulement gagner de l'argent, mais vous faire rembourser votre véhicule par des locataires. Ce sont là des excellents moyens de s'assurer que vous ne laissez pas d'argent sur la table. Vous pouvez aussi vous contenter d'acheter des voitures dont le taux de dépréciation est historiquement faible. En l'occurrence, les Toyota. Examinez d'abord la courbe de dépréciation et achetez en fonction de cette courbe par rapport au véhicule identifié. Vous pouvez aussi vous contenter d'acheter des voitures dont le taux de dépréciation historique est faible, comme les Toyota. Une autre option consiste à examiner les courbes de dépréciation, acheter le véhicule en fonction de sa courbe. Si vous achetez une voiture sur le point bas de la courbe de dépréciation ou à un point inférieur, vous pourrez acheter une voiture, la conduire pendant quelques années, lui faire parcourir beaucoup de kilomètres, puis la revendre au même prix pour celui auquel vous l'avez acheté. C'est une excellente façon de s'assurer de ne pas laisser de l'argent sur la table. Si vous achetez une voiture à un prix avantageux, mais qu'elle est difficile à entretenir et qu'elle tombe en panne constamment, vous finirez par perdre de l'argent. Les voitures que vous achetez à un taux d'intérêt élevé se déprécient rapidement et leur entretien est un bas. C'est la recette d'un désastre. Par exemple, la dépréciation pour des véhicules du type Chevrolet est très élevée. En moyenne, elles perdent entre 10 et 30% de leur valeur les 2 premières années. Donc, la marque que vous achetez est très importante. Sinon, vous allez vous retrouver dans une mauvaise situation. Qu'est-ce que je veux dire par là? Autant que loueur de voiture, on a 20% de nos véhicules qui rapportent 80% du chiffre d'affaires. La règle de Pareto, 80-20. En tant que loueur de voiture, je vous dirais qu'on répond aussi à cette règle. On a 20%
de notre flotte qui rapporte 80% du chiffre d'affaires. Je suis allemand, première fois dans cette ville. À moins des choses qu'on puisse dire, c'est qu'il fait plus beau ici que sur Paris. J'ai pas pu vous raconter dans le train la raison pour laquelle je suis ici. Et justement, je vais profiter pour le faire en attendant que j'attends mon taxi. Parce que j'ai eu un véhicule qui a été abandonné ici à Le Mans. Le locataire a pris le véhicule à 4 heures du matin sur Paris et s'est retrouvé ici dans les environs de 8 heures, 9 heures. Il a appelé l'assistance et s'est plaint en fait de l'embrayage, que l'embrayage l'a lâché. Et quand vous louez un véhicule sur la place Gateron et votre véhicule a plus de 5 ans, il considère que l'embrayage c'est de l'usure, quoi. Donc c'est pas le locataire qui l'a endommagé. De plus, quand il y a n'importe quelle panne qui a lieu dans les 24 heures de la location, la plateforme aussi considère que vous êtes responsable. Donc, dans les deux sens, je l'avais pour ma pomme. Donc, bien sûr, j'ai essayé de faire intervenir mes contacts là-bas. Et on m'a fait comprendre que la réglementation, c'est la réglementation et que dorénavant, tous ces petits gestes, les gestes commerciaux là, ils pourront plus le faire comme ça parce qu'ils doivent justifier cela parce qu'aujourd'hui, ils sont une entreprise publique. Donc, étant donné que Gateron ne veut pas prendre le sinistre en cause, je me suis retrouvé avec deux choix. Le premier, celui de payer cela de ma poche directement. Et le deuxième, celui de déclarer cela à Aaron. Mais en voulant faire ça encore, j'avais d'autres frères engagés, un expert qui allait venir vérifier si est-ce que je suis responsable ou est-ce que le locataire est responsable? Ça allait être un peu trop long, ça allait me prendre du temps, ça allait me prendre aussi de l'argent. Finalement, j'ai décidé de payer de ma poche et simplement de l'accepter comme une perte. Dans la vie, vous ne faites pas que gagner. Dans la vie, parfois vous gagnez, parfois vous apprenez. C'est l'ancien président de l'Afrique du Sud, Nelson Mandela, qui le disait. Dans la vie, parfois vous apprenez, parfois vous gagnez. Et cette fois-ci, j'ai appris dur, mais j'espère que vous aussi, vous avez appris de mes erreurs afin que vous ne soyez pas dans ce cas. Donc, j'attends le taxi qui vienne me chercher pour aller directement à la concession Renault. Là, je suis en train d'attendre mon taxi depuis au moins plus d'une quinzaine de minutes. J'appelle la société qui est censée gérer tout ça, qui est AXA, bien évidemment, AXA Assistance. Et les gens, ils ont la foutaise, quoi. Ils me disent, ben, le taxi, il arrive, le taxi. Donc, on attend toujours le taxi. Gare de Le Mans, petite ville. On va voir à quoi ça ressemble. C'est même très fin là. Donc, avant de repartir, prendre la route, je vais probablement m'arrêter quelque part, essayer de goûter ce qui se fait de bon à Le Mans. Si vous êtes de la ville, mettez-le en commentaire. Apparemment, il fait beau vivre ici. Hein. Donc, je suis arrivé sur les lieux et devinez qu'est-ce que je découvre? Mon véhicule. Ils l'ont déjà réparé. Il y avait eu l'embrayage qui a été touché. Donc, et j'inspecte le véhicule et je me rends compte que le locataire a gratté un peu le véhicule. Je ne sais pas si c'est lui-même qui l'a fait ou si c'est au niveau de la remorque. Le véhicule a été un peu touché. Même là. Là, je vois frottement, mais bon. Avec tout ce qui s'est passé là, si je déclare même un sinistre maintenant, ils vont même pas le prendre en compte. Gateron ne va même pas le considérer. Donc, au moins, il y a une chose qui est sûre, c'est une agence Renault. Et j'ai une certaine garantie sur ça. On ne pourra pas me dire prochainement quand ça va lâcher.
que je l'ai fait chez le petit garagiste du quartier, quoi. Au moins, je suis sûr que le véhicule a été bien réparé. J'ai pris 1800 pour ma pomme. Mais bon, c'est la vie, hein. Quand tu es dans le business, parfois il y a des hauts, parfois il y a des bas. Ça, c'est la mascotte du coin. Monsieur, bonjour. Bonjour. Vous cherchez votre CD-card? Oui, c'est bon. Les pièces sont dans la voiture. Les pièces que vous avez changées, Tout changé. qu'est-ce que vous avez changé concrètement? Tout est sur la ferraille. Tout est sur la ferraille, Vous c'est allez voir ça vous-même. Eh, Ah bon? L'utilisation, c'est sur la ferraille. Ah bon? Il n'y a plus rien, c'est obligé de chez. Vous allez voir vous-même de vos propres yeux. Ok, donc il fallait vraiment changer. Ah oui. Tout est sur la ferraille. Ok. Donc vous allez voir les pièces. L'expression tout est sur la ferraille, je la comprends pas. C'est monté sur ferrado, Ok. ferrado. Ok. Et là, c'est sur la. Et là, c'est sur la ferraille. Pour ça, on vous a tout laissé à l'intérieur du véhicule. Dans le véhicule. Merci. Merci. Voilà. Tout est dans le véhicule, comme ça, vous allez pouvoir le faire aussi. Voir. Mais la personne qui l'utilise, il y a plusieurs personnes qui l'utilisent. C'est une voiture de location. C'est la clé, ça, madame? Ok. Merci. La facture est... Madame, elle l'a dans les mains, madame. Merci. Donc là, je viens de payer la facture de 1828. Donc, c'est parti. Là, je vais prendre la route pour Paris. Le péage. Pour ceux qui ont des véhicules avec le kilométrage élevé, là, franchement, il faut penser à changer l'embrayage parce que quand ça vous surprend comme ça tape dans la trésorerie. 1800, moi j'ai pu le payer, j'ai aidé à la trésor pour des cas comme ça. Donc pour éviter ça, les amis, prenez le temps de prévenir au lieu de guérir. Moi je prends la route de Paris. Je pense qu'elle roule très bien. Elle n'a plus de problème d'embrayage. Retenez la leçon. Quand vous avez un véhicule plus de 5 ans, la plateforme ne prend pas cela en charge. Et toute panne intervenant dans les premières 24 heures de location ne sont pas aussi prises en charge. Les amis, vous vous rappelez de véhicule qui m'a été abandonné à Perpignan, le BM série 1. Je suis dans ce véhicule maintenant et là, vous ne croirez pas, ça fait 1 mois que le véhicule est resté au garage parce que, premièrement, la plateforme Get-It-Run a déclaré à l'assurance que il devrait prendre en charge le véhicule. L'assurance dit concrètement que le véhicule ne pouvait pas être pris en charge parce que le locataire a fermé et a clôturé sa location. Il y a eu des vandalismes sur le véhicule après que le locataire ait fini sa location. Donc, eux, ils considèrent que c'est pas à eux de prendre cela en charge. De plus, premièrement, ils ont validé le sinistre au niveau de l'assurance et l'expert qui devait passer pour venir faire le chiffrage était normalement programmé pour quelques jours après le choc et tout, quoi. Le jour où ils étaient censés passer, j'appelle la société d'expertise le lendemain pour dire, écoutez, vous n'êtes pas passé, qu'est-ce qui s'est passé? Ils disent que l'assurance les a appelés et a dit de ne pas passer. J'appelle l'assurance, on me dit non, on va pas prendre cela en charge. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce foutoir là? Donc je rappelle Get-It-Run et tout. Je bloque un rendez-vous avec un chargé de sinistre qui m'explique que oui, que l'assurance a rejeté termes et conditions, blablabla, que c'est un cas un peu particulier, mais qu'on trouvera une solution. Donc là, ça fait quoi? 1 mois. Hier, finalement, il valide tout au niveau de l'assurance.
l'expert passe. Et l'expert passe, il me dit qu'il va prendre uniquement, bon, il me dit pas à moi, il dit au garagiste, qu'il va prendre uniquement l'impact arrière plus, il y a un pneu avant qui a été touché par la jante avant et le pneu, je pense que le pneu avant a pété, a explosé et donc le locataire a dû changer le pneu. Donc, ce n'est même pas le même type de pneu, il n'est même pas adapté à ce véhicule, ce qui fait que le véhicule balance tant vers un côté. Le com, c'est que, bon, moi, je me disais, le véhicule allait peut-être passer VGE, on ne sait pas, je suis pas garagiste, moi, donc je l'ai laissé là-bas. Donc, quand l'expert est passé et tout, il a regardé, il dit, bon, plus de peur que de mal, il y a un parallélisme à faire, des pneus à changer, l'impact au niveau de la carrosserie. Quand je sortirai, je vais vous montrer. Donc concrètement, l'assurance ne veut pas prendre tous les dégâts en compte. Donc je relance la plateforme et le reste des dégâts, ils vont me le faire passer en photo expertise avec d'écran. Franchement les amis, j'ai jamais vu un sinistre aussi compliqué, j'ai jamais vu un truc aussi bizarre, mais déjà, franchement, je tiens à tirer le chapeau, à remercier la plateforme qui a fait tout ce qui est en leur position pour que tout se passe pour de bien. Franchement, ce genre de dégâts peut t'amener à raccrocher, quoi. Croyez-moi, si je n'avais pas plusieurs véhicules, si je n'en avais qu'un seul, ben, depuis, j'aurais déjà arrêté parce que ça sape ton moral, ça te pompe ton énergie, bref, tu te bourres de ta journée, quoi. Tu te dis, mais qu'est-ce que tu es en train de faire à parler du même problème, 30 à 1 heure de temps par jour au téléphone avec l'assurance, l'expert, le garage, et franchement, c'est un vrai foutoir. Donc, comme le véhicule n'est pas sorti VGE, moi, j'avais déjà une location sur le véhicule qui était book, 2 mois à l'avant, quoi. Donc, je vais pas laisser les 200 euros partir. Je me suis dit, bon, au moins, ça va pouvoir rentrer et faire quelque chose, quoi. C'est un mois que le véhicule n'est pas sorti. Et croyez-moi, un mois pour l'assurance et pour la traite de banque qui est sur le véhicule, c'est pas rien, quoi. Donc là, je suis allé, j'ai pris le véhicule là maintenant, je vais l'amener chez un expert du nettoyage qui va tout nettoyer et boffer et tout et tout et tout. Je vais changer les pneus rapidement histoire d'avoir un véhicule qui tient la route correctement, que le prochain locataire ne se plaigne pas, et faire le parallélisme et le mettre en location. Parce que franchement, le temps que le chiffrage puisse sortir pour finalement réparer le reste des dégâts. Franchement, les amis, parfois, oui, c'est comme ça. Comme on dit chez moi, c'est pas tous les jours on goûte au sucre. Parfois, il faut goûter au sel aussi. Parfois, les choses ne se passent pas comme tu as prévu. Et ça vient avec l'activité, ça vient avec le business. Tu dois accepter que ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout ce que tu souhaites qui viendra, d'accord? Ce véhicule-là, pendant un mois, il n'a rien généré. Mais pourtant, j'ai dû continuer à couvrir les frais, quoi. Et c'est comme ça, vous devez apprendre à passer au-dessus des problèmes, penser au-delà des problèmes, parce que les problèmes, il y en aura toujours. Il n'y a pas une activité génératrice de revenus sans problème, mais les problèmes sont relatifs, d'accord? Je dirais quoi? Sur 500 locations, vous aurez un gros sinistre, un gros pet. Ça vient. Moi, j'ai aujourd'hui le mindset. Pour ça, je le prends en souriant. Et faut être franc, avec les photos expertise, je vais quand même m'en sortir, quoi. Donc, c'est pas ce qu'on souhaite, être en train de régler des problèmes, mais en tant qu'entrepreneur, notre rôle, justement, est de trouver des solutions aux problèmes de la vie. Et c'est ça qui nous permet de vivre et non de survivre. Comme la devise de cette chaîne.
Vous savez, sur cette chaîne, l'ambition, c'est de vivre et non survivre. Soyons prospères, les amis. Justement, si vous voulez être prospère, j'ai mon livre en format e-book que je vous offre gratuitement. Le lien se trouvera en bas en description. Et de plus, si tu aimerais savoir comment toi-même, tu peux, comme moi, arriver à avoir une flotte de 26 véhicules, générer des revenus à 5 chiffres au mois, je t'invite à prendre un rendez-vous avec moi, qu'on en discute et que je vois dans quelle mesure je peux t'accompagner. Là, le véhicule a été lustré. Ils ont lavé le véhicule, ils l'ont nettoyé, tout est propre. Propre, 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 propre. Et là, je suis venu changer mes pneus. Pourquoi? Regardez vous-même. Déjà, vous voyez qu'il y a quelque chose de pas clair là. Rien n'est en ordre, d'accord? Pourquoi? Parce que réellement, le locataire a eu un impact sur le pneu avant. Et quand il a changé le pneu, il n'a pas mis la bonne série de pneus. Je vais vous montrer. Donc, je suis venu pour changer le pneu. En fait, ça, c'est le pneu avec lequel c'est venu. Bonjour, patron. Ça va? Ouais, ça va. Et là, c'est ce qu'il a mal changé, quoi. Même là, les jantes, là, ont été nettoyées, mais c'est pas ça, quoi. Et là, si vous voyez, il y a des rayures, là. Il n'a même pas pu... il y a les rayures qui n'a même pas pu lustrer, en fait. Ça, il faudra refaire la peinture. C'est chaud, mais bon, on va faire avec. Déjà là, ils vont me faire le parallélisme, l'équilibrage, appelle-le tout ce que tu veux. Et le pneu, c'est le plus important déjà. Parce que il y a une location là-dessus dans 48 heures. Et l'objectif, c'est que faudrait pas que le locataire puisse se plaindre, quoi. Mais bon, déjà que c'est pas VGE, c'est le plus important. Pas VGE, c'est le plus important. Et demain, j'ai le rétroviseur là qui est cassé. Là, vous voyez, c'est cassé. Donc, il faudra que je monte ça aussi. Et ça, je vais le faire de ma poche et envoyer la facture à Get It On. Pour leur dire, écoutez, voilà, ils n'ont pas le choix. Hein. Maintenant, s'ils ne veulent pas le rembourser, je vais le prendre pour ma pomme. C'est mieux pour moi que le véhicule tourne, me génère de l'argent que qui reste garé. Là, ça fait quoi? Plus d'un mois que le véhicule est garé, voire même un mois, 10 jours. Et moi, c'est un manque à gagner pour moi. Donc, il faut que le véhicule reprenne du service. Là, j'attends. J'ai commandé mes pneus avant. Je vais changer les deux. Et là, je prévois même refaire les 4 jantes, quoi. Parce qu'elles ont été abîmées. Je vais même à l'occasion demain aller voir celui qui le fait. Il me fasse un bon tarif et je vais arranger les 4 jantes une fois pour de bon. Donc les amis, c'est un peu ça, hein. C'est le quotidien du loueur de voiture, la routine. Ça change des pneus, ça répare des jantes, ça parle la journée avec l'assurance, l'expert. Si vous n'êtes pas prêt à régler des problèmes, les amis, le business n'est pas fait pour vous. Le business, c'est fait pour ceux-là qui sont prêts à mouiller le maillot. Ce sera tout pour cette vidéo. Vivez dans survivre, soyons prospères. Et si vous avez remarqué de par ma voix que elle est un peu aiguë, c'est parce que je suis fatigué, qu'il est 16h30 et que j'ai juste besoin de rentrer chez moi et prendre un bon bain. Bon les amis, je vous laisse. Vivez dans survivre, soyons prospères.